Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast. Je vais y aller tout de suite avec mon 13, qui est Mattis Preston. Ça en a un autre qui est une des raisons pourquoi ce repêchage-là m'intéresse un peu moins. C'est un joueur qui est très bon, très offensif, très bon avec la rondelle. Va être vraiment un magicien là, avec la rondelle dans le junior avec Spokane. Il y a un beau chandail en plus, mais bon, bref. Preston, je trouve que faire des jeux à haute vitesse, c'est pas sa force. Vraiment pas. La plupart du temps, quand il crée son offensive, il faut qu'il ralentisse. Puis ça me gosse un peu pour le hockey professionnel. Puis des fois, il s'adapte pas. Tu sais, on en a parlé un peu avec Chase Harrington. C'est que s'il y a un joueur qui a un autre style de jeu que lui, généralement, c'est ce genre de talent-là, dans le fond, Mattis Preston. C'est le joueur le plus talentueux du trio qui doit s'adapter un peu aux autres. Puis c'est pas facile pour lui de faire ça. Donc, est-ce que c'est un one-trick pony, c'est-à-dire être un playmaker qui est capable aussi de marquer des buts, mais qui faire autre chose, de jouer le dump and chase, de jouer plus en fonction de ses coéquipiers. Je suis pas sûr qu'il y a ça en dedans de lui. Défensivement parlant, c'est pas toujours facile non plus, même si je trouve quand même qu'il est assez intelligent là, de savoir quoi faire en telle situation. Est-ce qu'il y a la drive pour ça? Pas de temps. Il n'y a pas le gabarit non plus. Donc, il pèse pas 1176 livres, là, comme a écrit Matt en bas. Là. 5 pieds 11, 1176 livres. C'est un Un trait. colosse. C'est un gars beaucoup plus large que haut. Désolé, Matt. Mais c'est ça, tu sais, il est très talentueux. Puis je pense pas qu'il va sortir top 10 dans le repêchage. Mais n'importe quelle équipe qui va le chercher puis qui a l'organigramme, qui a le service de développement assez élevé, va être capable d'en faire un NHLer. Parce qu'il y a énormément de talent. Mais il y a plusieurs petites affaires au niveau du de son offensive qui me gosse. Puis oui, dans les commentaires, Guillaume Villeneuve mentionne quel patin. Mais pas tant, je trouve pas qu'il utilise son patin de la bonne façon. Surtout en contrôle de la rondelle. Sans la rondelle, oui. Mais je trouve tout le temps qu'il ralentit un peu trop pour faire ses actions. Puis c'est ça qui m'accroche un peu là. Et peut-être que je suis tombé sur des mauvais matchs. Puis que ça détonnait avec Chase Harrington, qui était un patineur assez élite. Ben, élite. Plus léger si on veut. Mais je veux qu'il ait plus d'intensité au niveau de son patin. Fait que c'est pour ça qu'il est descendu en dormant top 10. S'il monte plus haut que. S'il remonte, ça serait vraiment. Parce que je pense pas qu'il va produire plus ou whatever. Mais c'est vraiment de. Pas nécessairement être plus en ligne droite, mais de montrer plus que juste la game talentueuse. C'est ce que je veux voir pour lui. Ouais, je rajouterai pas rien d'autre parce que j'ai Preston 13 aussi. Donc Oh, c'est le premier choix qu'on a dans la même position. Yeah! ouais, exact. Donc ça va clore le débat de son côté. Bon, tu sais, c'est ça. Je trouve ça plate qu'il ne joue pas avec Harrington parce que je pense qu'il Ouais. bénéficierait de jouer avec Harrington, mais en même temps, il faut qu'il change son style. Euh, 12e, moi j'ai Niklas R.M. Olsen. C'est un gars qui était dans la conversation pour le top 10 jusqu'à peut-être 2 semaines, disons. Puis bon, c'est ça, j'ai fait rentrer 2 joueurs. Donc, en fait, j'en ai fait rentrer 3, mais il y en a 2 qui étaient déjà sûrs d'être là. Puis le dernier qui est rentré, ça l'a fait bumper. Puis bon, en tout cas, bref. Je trouve que, j'en ai parlé sur ma chaîne, je trouve que c'est un. J'ai fait une vidéo de lui. Je trouve qu'en attaque, c'est il y a le gabarit, il y a une mobilité, il y a une certaine vitesse dans son patin. C'est un tireur, il y a une bonne dégaine, il y a un flair pour le filet.
Il y a il y a aussi une touche de playmaking, je trouve, dans son jeu. Là. C'est pas nécessairement, encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement ça. Tu ne dois pas nécessairement t'appuyer sur ça pour l'attaque, mais tu peux te servir de lui pour continuer des attaques ou pour changer un peu le profil des attaques. Mais je trouve des fois qu'il rate des passes un peu faciles ou il tente des jeux peut-être qui ont l'air là, mais qui sont exécutés par peut-être 4 joueurs dans la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça qu'il ne réussit pas ces jeux-là. Mais Ouais. bref, c'est ça, je trouve. Encore une fois, ça, c'en est un aussi qui. Je sais qu'il peut-être qu'il veut montrer des choses aux recruteurs, puis tu veux montrer que tu n'es pas juste un tireur, tu n'es pas juste un gars qui finit les jeux. Mais des fois, prends les options plus simples, prends les jeux plus simples pour faciliter les attaques. Parce que, tu sais, en avantage numérique, souvent, bon, ils travaillent du côté droit, mettons, puis il passe au défenseur ou il passe au gars qui est un petit peu plus haut sur la ligne, ça c'est parfait. Mais tu sais, quand il commence à d'essayer de passer des rondelles à travers 2-3 bâtons, là, ça c'est non. Là. Tu peux pas fonctionner ça. Puis, ce qui l'aiderait encore plus, là, c'est que ce soit le dernier gars qui touche la rondelle. Utilise tes coéquipiers, fais tourner tout le monde, puis place-toi à travers la boîte pour un one-timer ou place-toi dans l'enclave pour récupérer, pas dans l'enclave, mais mettons au haut du cercle pour recevoir une shot, une passe, puis pour que tu puisses prendre ton lancer. Faut pas qu'il commence à jouer avec jouer de finesse, jouer de dentelle. Fais juste garder de la rondelle, fais juste envoyer ça au filet. Puis le jeu le long de la bande, c'est ça qui arrive, c'est qu'il est capable de récupérer des rondelles. Il est capable de jouer défensivement dans une certaine mesure. Il est capable de se replier, d'avoir une Échec certaine avant aussi, il n'est pas mauvais intensité. quand il veut. Oui, exactement. Échec avant, il est bon aussi. Mais là, le problème, c'est que lui aussi, il faut qu'il en donne un peu plus. Il faut qu'il soit un peu plus impliqué parce que ça ne peut pas être juste du jeu offensif. Puis défensivement, oui, il s'essaye. Oui, des fois, il essaie de bloquer des tirs, il essaie d'utiliser son bâton, il essaie de travailler le long de la bande, mais ce n'est pas constant. Il faut que ça soit un peu plus constant parce que le talent offensif, il est là. En tout cas, moi, je pense que c'est un des gars que je pourrais le mettre dans le top 10 avec le talent qu'il a. Je pense que plus côté, pas nécessairement du talent pur, du talent de finesse, puis tout ça, comme Tynan Lawrence qu'on disait, mettons, ou pas comme Mattis Preston dont on vient de parler, mais je pense que c'est plus du talent de jeu plus simple un peu, plus vers l'avant, un peu plus nord-sud. On l'a vu des fois dans des séquences là, où il réussissait à battre un défenseur, amener la rondelle au filet, décocher des bons lancers. Pas besoin d'aller plus en dentelle que ça, pas besoin d'avoir plus compliqué que ça. Utilise ton gabarit, tu as un bon gabarit, utilise ton tir, tu as une bonne mobilité, attaque les défenseurs de front, sois physique le long des bandes, défensivement, un petit peu plus impliqué, un petit peu plus vouloir aider tes défenseurs aussi, sois plus hargneux quand il y a un rim sur le long de la bande, va récupérer ces rondelles-là. C'est ça que tu as besoin d'aide. C'est ça que j'ai besoin de voir encore ça de son côté. Parce que oui, il va ramasser des points d'avantage numérique. C'est bien correct. Tous ces joueurs-là sont capables de ramasser des points d'avantage numérique. Mais à 5 contre 5, c'est là que tu vas te démarquer par rapport à d'autres joueurs. Puis pour moi, il y a un manque de constance par rapport à ça. Au-delà des points, là. Manque de constance dans l'implication puis dans l'intensité, de présence en présence puis de match en match. C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo. Puis si vous avez regardé les 2 games, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu un match où ça a été un petit peu plus difficile côté intensité, un autre match où ça a été un petit peu mieux. Il a été plus productif, il a été plus impliqué. C'est exactement ce que je veux voir de son côté. Ouais, moi, je l'ai un peu plus haut, puis je vais en parler là parce que c'est dans pas tant longtemps. Il est dans le top 10, mais c'est pas dans 4-5. Là. Donc, c'est le genre de joueur que je pense qu'il faut qu'il se fasse vendre une chaise puis qu'il accepte de jouer cette chaise-là. Parce que, comme tu dis, il essaie de faire un peu de tout, alors qu'il devrait plutôt se concentrer sur ses forces. Tu sais, c'est pas le même genre de joueur, mais Emil Heinemann a accepté sa chaise alors qu'il était bon en offensive, c'est un gars hyper physique. Puis il était capable quand même de faire des jeux. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les rondelles, s'implique physiquement, puis il tire au filet. Puis c'est exactement ce qu'il faisait à Montréal, mais il ne joue pas beaucoup. Puis là,
là-bas, là-bas, là, à New York. Il l'utilise quand même un peu plus dans des situations avantageuses, puis il joue la chaise qu'il a développée à Montréal vraiment bien. Puis Aaron Molson est plus talentueux, là, vraiment plus talentueux, mais il utilise bien son physique. Quand il veut, il utilise bien son physique. Un laser, il a vraiment un laser. Tir sur réception, un des meilleurs du repêchage, je crois. Là. Pour un attaquant, en tout cas, là, un des très bons lancers du repêchage, qui décoche sans avertissement. Bref, capable d'utiliser les écrans. Il a vraiment toutes les habiletés qu'on veut pour marquer beaucoup de buts. Mais c'est ça, t'as vraiment bien illustré le talent de ce gars-là, c'est-à-dire arrête de vouloir être le joueur. Puis c'est pour ça que je l'aime beaucoup avec Alexander Coman, parce que Coman est capable de commander le jeu, capable de vraiment dicter le tempo, puis l'utiliser dans ses forces. Fait que lui, il a juste à foncer au filet ou se libérer, puis se laisser aller au niveau de tirer. Parce que, tu sais, oui, c'est bien beau là, de faire plein de buts sur réception du set de mise en jeu, mais il en faut des joueurs de même. Il en faut des joueurs qui sont capables de faire ça. Si le jeu te commande de faire ça sur le coup, fais-les, puis score. Essaye pas de faire plein d'affaires offensives. Fait que, tu sais, je trouve que tu as vraiment bien imagé la situation, puis son talent, puis je l'ai un peu plus haut, tu l'as un peu plus bas, mais on l'a dans le même tier. Fait que Ah ouais, absolument. c'est un Norvégien, je pense, en plus. Tu sais, c'est Ouais. la vague de Norvégiens qui arrive, là, qui joue puis qui ont comme Ben, Stian Stolberg, puis Nugard il aussi. il avait joué, il avait été 2 fois c'est-tu au Il était U18? très bon. Il avait fait 2 fois des tournois internationaux que j'avais vu. C'était au U18, je pense, à 16 ans, puis une autre fois à 17 ans l'année passée, si je me souviens bien. Il était excellent. Puis, tu sais, il y avait. C'était 1 point par match là, qui était pour la Norvège à 16-17 ans. Là. Mm. Fait, tu sais, le talent, il est là. On le sait que le talent, il est là. Puis, je sais pas s'il se met de la pression, mais tu sais, le repêchage, des fois, c'est ça. Là. Il y a des gars qui se mettent de la pression, puis ils veulent, comme tu dis, ils veulent montrer qu'ils sont capables de tout faire, mais C'est très coachable. Je pense que ça va être ouais, facilement coachable. mais je pense que ces gars-là, tu sais, là, tu sais, tu sais, les Danois, les Norvégiens, tu sais, on parle des Suédois aussi, puis tout ça, Finlandais. D'habitude, c'est des gars qui ils comprennent un peu leur rôle, ils sont conscients de ce qu'ils doivent amener. Tu sais, on parle souvent des Suédois, tu sais, des gars travaillants, c'est des gars qui sont pas toujours dans le top 6, mais ils amènent quelque chose. Finlandais aussi. On parle d'Armia, justement, peut-être un petit peu. On l'a eu peut-être un peu mal aimé ici à Montréal, mais c'est ça, tu sais, des fois, t'en as besoin de ces gars-là dans le bottom six qui viennent aider. Fait que peut-être que lui, il peut être sur un deuxième trio, mettons, Aaron Olsen, avec le talent Ouais. qu'il a. Mais peut-être Mm. pas high-end, genre premier trio, peut-être. En tout cas. Non, Amen. Amen. je suis d'accord. Moi, 12e, j'ai Viggo Bjork. Donc, on en a parlé. On a plusieurs discussions. Tu avais juste un petit peu en dessous. Donc, Ouais. on fait juste dire les noms. Pas besoin d'ajouter grand-chose là, pour qu'il y ait vraiment un prénom cool. Donc, je vais y aller avec mon 11e. C'est Oscar Hemming. Donc, c'est lui qu'on Ouais. parlait un peu plus tôt, moi puis toi, là. C'est que toi, tu l'as écarté de ton top 32, mais pas parce qu'il est pas bon, mais c'est parce qu'on n'a pas vu jouer beaucoup cette année. On n'a pas vu jouer pendant tout, en fait. Mais à part au Link Cup, À part Linka, ouais. il a été dominant. Je trouve qu'il a été vraiment très. Il a pas dominant à tout point de vue, mais c'est un gars très gros, vraiment un bon gabarit, rapide, un excellent lancer, pas con Ouais. défensivement. Puis il coche toutes les cases plus que son frère. Puis il a la constance. En tout cas, j'ai trouvé que de présence en présence, dans les matchs, il y avait la constance aussi avec lui. Puis enfin, avant Linka Gretzky cet été, j'avais regardé quelques séquences, puis j'en parlais un peu avec Saint-Lô. Puis on s'envoyait des highlights, puis on riait bien gros. Puis tu sais, comme, hey, Christy, il y a une shot. Ben oui. Puis il a pas pire shot. Fait que là, avec Linka Gretzky, puis là, il jouait pas. Je suis allé regarder des matchs, mais tu sais, je porte pas beaucoup d'attention aux matchs de la saison passée, mais je suis allé quand même en regarder 2-3 pour voir, tu sais, était-tu si bon que ça pour les highlights l'année passée? Puis oui, quand même. Donc,
pourquoi il est 11e? Mais c'est ça. C'est le profil, ce qu'il a montré à Nicolas Gretzky. J'espère qu'il va venir. Là, je veux pas qu'il joue dans la BCHL. Là, ça me ferait royalement chier parce que c'est encore pire que la USHL. On va le prendre où qu'il va aller. Là. J'espère vraiment qu'il va jouer à Kitchener parce qu'en ce moment, il est à Kitchener. Mais ils veulent pas. Ouais, mais ils veulent pas. Je sais qu'ils veulent pas. Mais il est autour de l'équipe, je parle. J'ai vu des photos là, sur Twitter et tout. Là. Il était autour de l'équipe à Kitchener. Mais c'est ça, j'espère, c'est niaiseux. Là, mais là, il s'en va jouer qu'est-ce qui se passe? à Sherwood Park. Là. Il s'en va jouer dans la BCHL, il me semble, j'ai vu. Là. Je veux pas. Je veux pas qu'il ait... Mais tu sais, faut qu'il joue. Fait que, tu sais, c'est correct, là, mais c'est pire que la USHL. Je veux pas. Maudit sacrement. Ça fait chier, sérieux, là. Ah non, je sais, moi aussi. Tu sais, Hemming, ben c'est ça, on en parle parce que, tu sais, je l'ai mentionné en début de podcast. Hemming, c'est un candidat assez sûr pour la première ronde, tant qu'à moi, pour moi, oui. puis assez haut, là, tu l'as 11, puis je serais pas surpris de l'avoir dans ces eaux-là aussi quand il va se mettre à jouer, s'il joue vraiment de la manière dont je pense qu'il va jouer. Mais c'est ça, c'est que toute cette situation-là, en ce moment, est tellement regrettable pour lui, parce que là, on est plusieurs, tu sais, bon, Jérôme Bérubé, on va le shout-out parce qu'on était sur Twitter l'autre jour, puis là, il disait Free Hemming, là. J'avais mis des pancartes. Laissez-le libre, là. Ouais, c'est ça, faut-tu qu'on aille descendre là-bas? Parce que c'est, tu sais, des fois, on a des gars comme ça qui sont peut-être un peu plus marginaux, mais là, lui, c'est parce que c'est un top gun pour le repêchage. Ouais. C'est un gars qui pourrait être dans le top 10, là, probablement, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça suffit, le niaisage. Puis c'est pas comme si Kitchener non plus était une équipe. Oui, OK, là, ils ont quand même quelques bons joueurs, tout ça, mais à un moment donné, justement, là, il pourrait pas. Il ferait pas de tort dans l'équipe là, d'avoir ce gars-là en attaque. Là. Non. Mais bon. Les raisons derrière ça, c'est comme. Ça arrive tout le temps que les équipes là-bas, ils libèrent les joueurs pour qu'ils aillent dans le junior. Pourquoi là, non? Ouais, ils n'ont pas dit s'il vous plaît, c'est quoi? Son propre frère a été libéré aussi. Oui, mais il a été libéré de D+1. Il n'a pas été à son année de repêchage. Il était quand même là-bas. Il était quand même là-bas, là, en Finlande. Fait que le Nord, c'est par là. Fait qu'en Finlande, là-bas. Fait que c'est ça, c'est comme. En tout cas, je trouve ça ridicule. C'est ça. On va attendre. On va attendre qu'ils s'en viennent. Faire une pétition. Oui, il faut aller descendre là-bas. Là. Fait que, numéro 11 pour moi. Probablement, tout à l'heure, tu en as glissé un mot avec les défenseurs. J'imagine que lui, il s'en vient. C'est Albert Smith. Oui, il s'en vient aussi. Le Letton. 11e. Écoute, entrée fracassante pour lui. Moi, il n'était pas dans mon top 32, évidemment. Ben, j'avais pas nécessairement beaucoup de raisons de le connaître comme le fond de ma poche, là, Albert Smith. Mais là, quand je l'ai regardé jouer, il m'a rapidement sauté à l'œil. Tu sais, un défenseur de ce gabarit-là, qui a une mobilité, qui se déplace bien de reculons par en avant, qui est agile latéralement aussi. Il fait du très bon travail sur la ligne bleue, là, le fameux tight roping là, avec la rondelle. Très intéressant. Je trouve qu'il amène beaucoup. C'est ce que je disais des fois, c'est que c'est pas toujours la beauté, c'est pas toujours élégant, mais les passes sont bonnes. Il est capable de garder la rondelle sur sa palette puis de venir s'insérer dans les attaques, transporter la rondelle. C'est pas nécessairement un. Quand tu le regardes jouer, c'est pas nécessairement un défenseur que tu dirais tabarouette, tu sais, il y a le prototype top 10, mettons, là, côté. Tu sais, il ne te fesse pas dans l'œil en tant que tel pour son jeu flashy et tout ça. Tu sais, on parlait d'O'Canson tantôt qui est un petit peu un peu plus dans le style réservé, mais moi je trouve que Smith, c'est des détails. C'est aussi la façon dont il joue, la façon dont il vient rentrer dans certaines attaques, la façon dont il amène des rondelles au filet. Tu sais, je pense qu'il y a comme 6 ou 7 buts déjà pour un défenseur dans la Liga. Recrue, exactement. Tu sais, il vient aider, capable de se replier en arrière en défensive. Je trouve qu'il est physique le long des bandes. Il pourrait peut-être être un petit peu plus mine devant le filet comparativement au Canson qu'on disait tantôt.
Mais je trouve que de match en match, je l'ai regardé 5 fois cette année. C'est pas nécessairement un si gros échantillon que ça, mais les 5 matchs, je trouvais qu'il s'améliorait, puis il était de plus en plus à l'aise dans la Liga. Puis là, ça me disait que là, le premier match, c'était un petit peu plus timide. Il commençait, il voulait garder la rondelle, mais en même temps, c'était tranquille. Mais là, il est alerte en défensive, il est physique, il amène de bonnes rondelles au filet, beaucoup de stabilité générale, il lit bien le jeu, il anticipe bien le jeu. Je ne suis pas convaincu que le talent est high-end, mais tout ce qu'il fait sur la glace est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Se fait pas beaucoup prendre à contre-pied. Se fait pas beaucoup, côté physique, mettons, il y a de la pression sur lui, il se fait pas trop malmener, il échappe bien, relance bien. Très intéressant comme défenseur. Je trouve qu'il est plus offensif qu'un gars comme O'Canson. Puis défensivement, ça se compare avantageusement, tant qu'à moi, du côté de Smith. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un écart de 10 rangs sur ma liste entre les deux. Mais vraiment intéressant. Belle surprise pour moi, en tout cas, pour un gars que je ne le connaissais pas, mais pour faire un bond comme ça, rentrer dans ma liste tout de suite, 11e, puis il aurait peut-être même pu être dans le top 10. Je trouve ça, ouais, c'est un défenseur très intéressant. Il n'est pas dit qu'il ne montera pas non plus. Hein. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, ça faisait partie des 5 joueurs. Dans le fond, les 5 joueurs que j'avais vus cet été, avant que je prenne une pause, c'est McKenna, Smith, Command, Veroff puis Shilov. Smith, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il avait joué dans la Liga. Fait que j'étais allé voir ses jeux ses matchs dans la Liga. Puis là, mais vraiment, cette année, je n'ai vu 7 des matchs. Puis je l'ai un petit peu plus haut, encore une fois. Donc, on va en parler tout de suite parce que je trouve qu'il vaut la peine, il est valide. Donc, il est rentré dans la phase direct. Direct, c'est comme, hein? C'est qui ce joueur-là, tu sais? Puis au début de la saison, je trouvais que défensivement, il était vraiment solide. Il en donnait beaucoup défensivement, puis il montait un peu offensivement, mais je trouvais qu'il s'arrêtait un petit peu. Puis que, tu sais, au niveau de la finesse, d'aller profondément en zone, on le voyait, mais tu voyais que il essayait de baser son jeu un peu plus sur le physique puis sur le jeu défensif. Là, je brasse ma caméra, ce sera pas long. Mais là, dans les derniers visionnements que j'ai vus, là, il en donne plus offensivement. Oui, il produit, mais vraiment là, plus de confiance. Parce que c'est un gars excessivement confiant. Là. On va se dire, là, ça paraît. Là, il prend la rondelle, il la monte et il bouge. Tu sais, c'est pas un gars qui va bouger les hanches, maintenant comme Lee Nelson, pour influencer la pression sur lui. Mais non, il va quand même chercher les joueurs. Les lignes de passe, va feinter avant que le joueur soit vraiment dans son rayon d'action pour pas perdre les rondelles et tout. Puis offensivement parlant, capable de feinter, capable d'aller. Dans le fond, c'est un gars qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dump and chase. Énormément en entrée de zone, va l'envoyer dans le fond, va aller la chercher parce qu'il y a le momentum, il y a le gabarit, puis il est excessivement bon avec son bâton pour aller récupérer rondelles. Puis il va créer son offensive souvent dans le fond de la zone ou en faisant en périphérie puis en venant. Ça, là, en Finlande, là, ça arrive jamais. Un gars de 18 ans, 17 ans en Finlande qui fait ça, Ouais. là, c'est vraiment rare qu'on a vu ça. T'sais, même Kiviario, il faisait pas ça, alors qu'il était reconnu pour un gars vraiment intelligent avec la rondelle. Mais lui, il a le physique, il a le patin, il a la confiance pour faire Il a ça. la place pour le faire aussi, je pense. Je pense Oui, qu'on lui exactement. laisse là, assez lousse. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour rien qu'il le fait puis qu'il est pas, il est pas sur le choker. Hein. Il se Oui, fait pas parce que c'est pas enlever toujours la laisse. réussi. Il réussit pas Non, tout le temps, mais non, absolument pas. il continue tout le temps à pusher pareil. Fait, Puis ben, ça crée tellement du chaos. Puis sa production offensive pour un gars de cet âge-là prouve que ça fonctionne. Puis je suis pas mal sûr que ses metrics, là, ses stats avancés, abondent dans le sens qu'il est un peu unique dans son genre, dans ce genre de saison-là qu'il y a dans cette ligue-là, qui généralement n'a pas des défenseurs qui va créer autant d'offensives. Les attaquants en Liga ne vont pas utiliser beaucoup les défenseurs. Fait que de voir un défenseur aussi impliqué, c'est très, très, très déstabilisant. Puis est-ce qu'il pourrait aller plus haut? Ouais. Il pourrait être plus haut que ça, je pense, dans nos listes, si ça continue comme ça au travers de l'année. Là. C'est vraiment beau à voir aller. Puis c'est encore plus mine, parce que c'est vrai que devant le net, ou défensivement parlant, le long de la bande, il est capable de fermer le couloir, le cône, là, de vraiment fermer ça. Puis il est super bon pour ça. Mais si en plus, il était un peu plus comme Atkinson, dans le fond, de plaquer plus, de vraiment donner plus du Sherwood, comme on dit,
ça amènera encore plus d'intérêt pour lui. Puis j'ai même pas de doute que ça va arriver, là. Peut-être pas en Liga, mais parce qu'en Liga, ils sont quand même Ouais. rapides sur le sifflet, là. Mais ici, en Amérique du Nord, je crois qu'il va attirer beaucoup l'attention. Absolument, absolument. T'avais-tu Oh. fait ton 11, toi? Ouais, c'était Oscar Hemming. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, le 11e qui est. Parce que là, vu qu'il n'était pas sur ma liste, là, ça m'a ouais c'est mélangé. ça. Là. Ben, ok, ben, tu veux-tu que j'embarque dans notre top 10 tout de suite? Là? Ouais, Que je sois ouais, je lance ça. on va sauter Je à lance pieds ça. joints dans le top 10. Euh, Top 10 pour moi, numéro 10, Ryan Lynn. Euh, Surprenant quand même de voir qu'on l'a. Tu l'avais 16, moi je l'ai Ouais, 10. J'ai vu, l'autre jour, j'étais sur son profil Elite, puis il y en a qui l'ont top 5, plusieurs, je pense qu'ils l'ont top ouais. 5 même. Puis c'est bien correct, mais c'est juste que je suis quand même surpris de voir qu'on est un petit peu plus loin par rapport à ça. Moi, ce que je vais ajouter un peu dans ce que tu disais, c'est que je trouve qu'il ramasse des points un peu bonbons. Donne la rondelle à quelqu'un, puis cette personne-là fait 90% de la job. Là. Tu sais, je l'ai vu ramasser 2 mentions d'aide à un moment donné, avantage numérique, dans un match, je ne me souviens pas contre qui. Il a fait une passe à Cameron Schmidt, à sa droite, une passe Ouais. de littéralement 8 Ouais. pieds. Distribuer la rondelle de gauche à Exactement. droite, là. Puis là, Cameron Schmidt, il est arrivé sur l'aile, il a vendu un peu, il s'est ramené dans le centre, il a décoché un lancer, une bine dans le top 9, c'était terminé. Tu sais, c'est correct, là. Il n'y a pas de C'est mauvaise une façon passe d'amasser primaire. des. C'est ça, il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise façon d'amasser des points, mais c'est ça. Tu sais, quand on regarde les stats, puis là, on se dit, ah, ben oui, il y a 12 passes primaires, mettons, ben c'est ça. Tu sais, il y en a peut-être 10 comme ça, tu sais, il n'a pas créé nécessairement. Tu sais, il a pris le jeu qu'on lui a donné, puis c'est correct. Il faut que tu le prennes, Oui. ce jeu-là. Mais je trouve, je sais pas, j'ai vu des comparaisons à un moment donné, je pense que c'était un peu avec du Lane Hudson aussi, pas nécessairement dans la façon de jouer, mais dans la façon dont il crée de l'attaque. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec ça. Je sais pas. Écoute, en ce moment, là, sur mes notes là, de Ryan Lynn, je pense que c'est le gars que j'ai le plus de mots sur lui en ce moment. J'ai 400 mots en ce moment juste sur Ryan Lynn. Quand même. Je pourrais faire mon profil Mais de ça dans le guide. chat Là. GPT, c'est une joke. Écoute, je vais te dire qu'est-ce que j'ai marqué. Il me fait penser à Zane Parek. Parce que dans le sens que beaucoup d'attaques ou en avantage numérique où il ramasse beaucoup de points, pas nécessairement le plus physique, pas nécessairement le plus solide défensivement. Beaucoup de choses à polir un peu dans son jeu, mais quand on regarde la feuille de pointage, il y a un plus qu'un point par match. Fait que, tu sais, ça a l'air, quand tu regardes ça, ça a l'air beau, mais quand tu regardes le match, c'est pas nécessairement si beau que ça. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui, parce que là, en plus de ça, il est sur une mauvaise séquence en ce moment. J'ai regardé 2 matchs récemment. Ça n'a pas super bien été. Il y a eu une des games, en plus de ça, je pense qu'il a fini -3. Bref, là, on dirait que ça commence à le rattraper peut-être un peu. Puis il y en a d'autres qui sont en train de le bumper. Fait que je suis très. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec lui, Ryan Lynn, parce que j'ai pas l'impression qu'il est dans la pente Ascendante, ouais. ascendante en ce moment. C'est pour ça que je l'ai 16e. Peut-être Ouais, que ben j'ai plus exact. considéré les derniers matchs justement que. Puis oui, 10e, moi j'avais William Hawkinson. Je pense que je ne l'avais pas encore dit. Là. Matt a fait un Matt, spoiler. exactement, il a scoopé ça. On a parlé un peu de lui, dans le fond, j'ai pas à en ajouter énormément de lui, mais c'est ça, il m'a accroché là et direct par la façon qu'il a brisé les plaqués. Puis au début de la saison, c'est un des premiers que j'ai regardé avec Albert Smith. J'étais comme, oh là là, je vais l'aimer, ce repêchage-là. Ça Puis en part fin de compte, raide. ça part raide. Puis en fin de compte, tu sais, c'est pas nécessairement le cas, mais quand même, au niveau du repêchage, là. Mais c'est 2 défenseurs que j'ai top 10.
Puis quand tu commences tes visionnements avec deux défenseurs que tu t'attends pas, ou deux joueurs que tu t'attends pas à avoir top 10 quand tu vas monter ta liste en novembre, puis ils finissent là, mais ça fait du bien quand même. C'est comme, ah, Caroline, c'est deux défenseurs qui direct dans le profil que j'aime beaucoup. C'est pas déplaisant. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que son patin est, pour son gabarit, pour son style de défenseur, je trouve que son patin est assez bon. Puis il joue dans une ligue assez intéressante aussi au niveau de la SHL. Puis il est capable de dominer des adultes défensivement. Donc, comme en 2023, j'en parlais avec Rainbacker et tout ce qui s'est passé, je trouvais que de, de remettre un peu sur un pied d'égalité les défenseurs défensifs qui sont capables de bouger la rondelle puis de bien jouer défensivement puis de façon robuste. Je trouvais que entre ça puis un défenseur two-way qui est capable de tout bien faire, mais il n'y a pas de qualité élite, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que le profil est facilement transposable à la Ligue nationale de hockey. C'est pas le cas de Anton Silayev, parce que Anton Silayev sortir à la rondelle, faire une première passe, c'était une montagne pour lui. Mais un excellent patin. C'est pour ça que moi, je l'avais plus bas, c'est-à-dire qu'avec la rondelle, il est pas bon. Mais pour défendre, selon moi, il va être bon, puis en plus, il est capable d'apporter un point physique. Mais Atkinson, avec la rondelle, il est pas mauvais. Mais offensivement, il n'a jamais l'occasion de ressortir, ou presque, parce qu'il n'est pas utilisé de façon avantageuse offensivement. Est-ce qu'il va être capable? Je pense pas que ça va être sa force. Simon Edvinson, il était déjà meilleur à cet âge-là au niveau offensif, puis il a développé vraiment la game physique. Mais je pense pas que lui va développer une super grosse game physique, offensive. Mais on ne sait jamais. J'ai mis 10e, il va peut-être se forcer. Mais non, il m'est vraiment tombé dans l'œil direct en startant ce repêchage-là en septembre. Fait que j'espère qu'il va rester dans mon top 10 d'ici la fin de l'année, mais il n'a pas de l'air d'être parti pour changer sa game ou bien pour prendre une pente descendante. Je pense que sa game va être facile à garder stable. Fait qu'on verra pour savoir si les gars en haut de lui descendent ou si les gars en haut de lui montent. Mais c'est un genre de défenseur un peu fort là, pour monter ma liste, un peu comme Carroll Lay, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont des forces un peu X ou Y, peu importe, puis que les comparer avec d'autres, ça va être facile pour monter mettons, la liste vraiment de défenseurs, puis pour les attaquants, c'est d'autres choses, là. Mais c'est le genre de défenseur que j'aime bien avoir, classé assez tôt quand je monte ma liste pour être capable de mettre avant après. 9e, je vais le dire aussi, parce qu'on a parlé, c'est Aram Olsen. Fait que j'ai rien d'autre à dire le concernant. Fait que tu peux y aller avec ton 9, monsieur Simon. Oui, le 9, on l'attendait, là. Adam Novotny. Oui, ouais. Je suis content que tu l'aies aussi haut que ça. Ouais, 9e. Écoute, j'ai regardé quand même beaucoup de matchs de lui cette année. Beaucoup de matchs. J'en ai regardé quand même une petite trolley. Là. Je suis rendu à 6 matchs. Là. Puis, tous les matchs que j'ai regardés, il m'a intéressé au moins sur 2 ou 3 aspects de son jeu, sinon plus. Là, je ne sais pas si j'ai regardé le dernier match que j'ai regardé, c'est contre les Bulldogs de Brantford, justement, qui a eu lieu récemment, là, peut-être quelques jours. Si tu veux te le noter. Oui, je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Oui. Ça a été sensationnel. Il a marqué 2 buts, dont le but en overtime. Ça, là, c'est l'essence même de ce que moi je veux voir d'un gars comme Novotny. Il a pris action, il a été dangereux avec la rondelle. Il avait l'air de vouloir avoir de l'impact. Il avait l'air de vouloir être menaçant en attaque. Il avait l'air de vouloir... Il y avait de la pression. Il était un peu ciblé par les joueurs des Bulldogs. Il s'est fait bousculer un peu à un moment donné. Il a répliqué. Il était un petit peu... il leur jouait dans la tête un peu. Ce côté-là un peu rugueux, ce côté-là un peu papier sablé, ce côté-là un petit peu baveux, là, de genre j'ai du talent, j'ai le gabarit, vous me faites pas peur. Puis en plus de ça, quand j'ai la rondelle sur la palette, vous chiez dans vos culottes un peu. Là. Ça a été du bonbon pour moi de le regarder jouer. Mais tout ce que j'avais vu avant de lui, beaucoup de confiance avec la rondelle.
Tu vois rapidement, dans les premiers matchs que j'ai regardés de lui dans la OHL, tu vois rapidement qu'il y a la rondelle sur la palette, il garde la rondelle, des fois un petit peu trop, mais des fois il garde la rondelle, puis vraiment, là, il cherche quelque chose, il cherche à créer quelque chose, il veut amener les rondelles au filet, il décoche d'excellents lancers, tu l'as vu, les deux lancers, les deux buts qu'il a marqués, 2 tirs des poignets assez secs, des tirs violents, là, je trouve que le long des bandes, il protège les rondelles, il va les récupérer, utilise son corps, gagne des batailles 50-50. Quand la rondelle est en fond de territoire et il est en poursuite, il va avec acharnement. Des fois, il tombe sur le derrière, pareil. Il est un petit peu échevelé des fois, mais il y a un prototype de power forward avec des habiletés fines. Des jeux de poignets rapides, des petits toe drag, des mains rapides en espace restreint. Des petits jeux aussi juste avec la main, avec le corps. Une bonne vision du jeu dans l'ensemble. Il implique ses coéquipiers. Il jouait avec Matthew Soto. Il a joué quand même beaucoup de matchs avec Matthew Soto, le jeune Dynamo, un peu le petit ouais, le petit Dynamo. Un gars que j'avais regardé à l'époque dans le temps de Shane Wright. C'était beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie. Je pense que Novotny le fait aussi d'avoir ce gars-là à côté. C'est assez intense. Il a joué avec Adam Levac aussi, qui est un autre gars aussi un petit peu two-way, un petit peu énergique, un peu tannant sur la glace. Je pense que ce trio-là aussi, les trois ensemble, ou quand il joue avec McCollum aussi, justement, quand il joue avec McCollum, on dirait qu'il se nourrit des autres, puis il amène ça à un autre niveau. Parce qu'il a le talent pour le faire, parce qu'il a le talent pour prendre charge, pour prendre la rondelle, puis créer des choses, puis être le kingpin de cette attaque-là. C'est lui le meilleur joueur des Peats. C'est lui le meilleur pointeur des Peats. Sérieusement, moi, j'ai beaucoup apprécié son jeu. Vraiment, c'est un gars qui, à toutes les fois que je le regarde jouer, même en défensive, c'en est un aussi qu'on disait, donne-moi-en un peu en défensive, il s'implique en défensive. Parfois, c'est un petit peu échevelé, là. Des fois, il s'en mêle un peu dans ses pinceaux, mais il est là. Il essaie de bloquer des rondelles, il essaie de briser des jeux, il essaie d'être physique. Moi, j'ai pas de... Oui, il y a eu des affaires des fois qui m'ont dérangé. Comme je disais tantôt, il gardait la rondelle un peu trop. Des fois, il se faisait prendre un peu par son excès de confiance, mais pour un jeune de cet âge-là, dans une ligue qui vient d'arriver dans cette ligue-là, c'est vraiment très impressionnant son niveau de jeu. Puis il a l'air d'un gars, on parlait de Slavkovski des fois qui carburait à des moments clés, des moments importants, surtout dans son année de repêchage, avec les Olympiques. Novotny, il me donne l'impression de ça. Il m'a l'air d'être un gars clutch. Il m'a l'air d'un gars, il y a un peu on dirait qu'il y a un peu de Landeskog dans le nez aussi. Vraiment un profil que j'aime beaucoup. Top 10 pour moi, c'était. Ça n'a pas été compliqué pour moi de rentrer dans le top 10. Puis je veux voir s'il peut monter encore parce qu'il y a de la place pour monter. Puis il y en a un que je n'ai pas nommé encore qui, lui, il va peut-être dropper. Fait que, il y a quelques rangs à aller chercher peut-être pour lui encore, Novotny. Ouais, absolument. Pour moi aussi, même si j'avais 19, il est absolument sur le trend-up, Adam Novotny. Puis, tu parlais que tu avais fait une énumération avec qui il a joué, dans le fond. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il va jouer autant avec Fitzgerald, avec McCollum ou avec Soto, comme tu as dit. Il va jouer avec n'importe qui, puis il va avoir le même impact, mais des fois, il va juste changer un peu son style de jeu. Tu sais, quand on parlait, comme tu disais, changer son style de jeu pour s'adapter un peu à ses coéquipiers, mais c'est exactement ça. Quand il en donne trop, c'est parce que justement, avec Fitzgerald, Colin Fitzgerald, qui est un joueur de ce draft-là, qui a un profil vraiment plus two-way au niveau du centre, là, avec un bon gabarit, quand tu joues avec ce joueur-là, c'est sûr, c'est toi qu'il faut qu'il drive le jeu, t'sais, parce que c'est pas Fitzgerald qui va le faire. C'est dans ce genre de ce temps-là qu'il va garder plus la puck puis tout. Mais c'est correct. Qui prouve qu'ils sont capables de faire ça. Je trouve ça vraiment intéressant dans son profil. Puis avec ses capacités. Je trouve que, selon moi, il doit être un très bon athlète. Là. Il est 6 pieds 1, 198, mais d'après moi, c'est ça. Ça doit pas être du gros bébé. Là. D'après moi, il est quand même en shape au niveau de ses jambes puis tout. Là. Fait que définitivement un gars qui est sur le hot streak dans les derniers temps. Là. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
Ouais, j'ai hâte de voir s'il va monter aussi dans les listes, où il va se rendre, parce que, en tout cas, là, pour l'instant, il y a un bon début de saison. Là. Oui, un excellent début de saison. Puis, j'ai hâte de Euh, voir. ouais, ben, moi aussi, j'ai hâte que ça va continuer, j'espère. Euh, Ouais. Huitième, ça aussi, on l'attendait parce que toi, tu l'avais 31, je pense. C'est Elton Hermanson. Peut-être que j'en Oui. surprends plusieurs avec lui, mais c'est pas nécessairement mon boy, mais je pense qu'Edwards, ça peut être aussi un boy, mais euh, Hermanson, moi, pour vrai, c'est en partie du Linka, puis puis c'est en partie, en fait, de l'année passée, parce que je l'avais 15e sur ma liste l'année passée, mais Oui. dès le Linka aussi, euh, tu sais, les premiers matchs que je l'ai vus au Linka, j'étais comme, OK, là, on élimine tout de suite est-ce que c'est un choix de première ronde ou non? Là, pour moi, c'était clair que c'était un choix de première ronde. Ensuite de ça, il a joué au niveau junior. C'était un petit peu moins le fun. J'ai trouvé peut-être qu'il Un, c'en était un un peu comme comme Normark, là. Nordmark. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Peut-être que ça lui tentait un petit peu moins de jouer côté junior. Puis quand il est arrivé avec Chris, je l'ai sur le bout de Modo. la langue, Modo. Quand il est arrivé avec Modo dans le hockey Allsvenskan, là, je trouve que ça a vraiment passé à un autre niveau. Sérieusement, je trouve que dans les attaques, je trouve qu'il se diversifie quand même dans les attaques. Il est capable d'amorcer les sorties de zone avec ses mains, capable d'amorcer des sorties de zone avec des passes, transport de rondelles, des choses comme ça. Je trouve que des fois, il essayait d'attaquer le triangle aussi. Il essayait d'utiliser le défenseur. Il essayait d'attaquer de front. Je trouve qu'il complète ses mises en échec. Je trouve qu'il y a du chien dans une. Tu sais, peut-être un petit peu moins de chien style Novotny, mais il n'a pas peur d'aller dans le contact, dans le trafic, pas peur d'aller là où ça fait un peu plus mal. Défensivement, je trouve qu'il aide aussi dans son positionnement. Il fait des bons replis. Il aide du côté des défenseurs. Il aide les sorties de zone. Des fois, j'avais l'impression qu'il s'éloignait un petit peu rapidement, peut-être, quand trichait un peu, entre guillemets, quand l'équipe prenait la rondelle. On dirait qu'il était prêt à se lancer à l'attaque. Mais il y a eu des visionnements où j'ai vu que c'était pas nécessairement le cas. Des fois, on dirait que c'était plus calculé, mais des fois, c'était pas nécessairement le fait de tricher. C'était peut-être juste le fait de vraiment partir rapidement pour la contre-attaque. J'ai bien aimé son lancer. J'ai aimé la manière dont il protège la rondelle aussi le long des bandes. Il joue en compagnie, en tout cas là, dans les matchs que j'ai vus, il joue en compagnie de Milton Gastrin, qui est un gars aussi qu'on avait vu. Jasper Olofsson, qui lui est un petit peu plus vieux. Les trois, ils s'aident beaucoup, ils sont très intenses, sont très taxants en attaque. Très bon sur le cycle. Hermanson, je trouve que sur le cycle, très bon pour récupérer les rondelles, prise de décision rapide, observe rapidement le jeu, se déplace bien, s'en va vers le filet. Je trouve qu'il s'adapte, il travaille bien avec ses coéquipiers, puis il s'adapte bien quand il y a des situations. Les jeux se développent d'une certaine façon. Après, bon, il y a un cycle qui est établi, il y a une rondelle au filet, il y a une récupération de rondelle. Le jeu se développe d'une autre façon. Je trouve qu'il se développe, lui, il s'adapte bien à ce qui se passe. Je trouve que toutes ces touches de rondelles sont relativement intelligentes. Il est capable d'être patient avec la rondelle, mais il est capable d'activer aussi, d'être rapide pour les contre-attaques. Il y a un flair pour le filet. Il y a un style professionnel pour moi. Je trouve que dans le jeu d'ensemble, dans le jeu style Ligue nationale, le jeu le long de la bande, le jeu près du filet, je trouve qu'il coche beaucoup de cases. Il a le gabarit. J'aime beaucoup son style. Je ne sais pas si, encore une fois, s'il reste dans la hockey Allsvenskan, s'il va continuer à produire un peu, parce qu'il y a eu des moments où il produisait. Là, il y a eu des matchs où il n'y avait pas de points, mais il était impliqué. Je trouvais que son trio bourdonnait quand même. J'aimerais voir peut-être un petit peu plus de production, mais dans l'ensemble, je trouve que son jeu, en tout cas pour moi, je trouve qu'il est très complet. Je trouve qu'il est très professionnel pour cet âge-là. C'est bizarre parce que de le voir jouer comme ça dans le hockey Allsvenskan, meilleur qu'avec le junior, ça me faisait rire un petit peu parce que je trouvais que ça aurait dû être l'inverse. Il aurait dû avoir plus de difficultés à jouer chez les pros puis dominer dans son groupe d'âge, mais
visiblement, ça lui tentait pas de jouer avec les, Ouais, ça avec va les kids. arriver. C'est arrivé quand même à quelques reprises, ça, que des joueurs étaient moins bons en bas, meilleurs en haut, qu'il y avait comme deux versions aux joueurs, là. Puis, tu sais, moi, Hermanson, je l'ai vu 9 fois depuis le début de la saison. Si je me souviens bien, c'est 5 matchs au Linka Gretzky ou 4, mais je pense que c'est 5. Un match dans le junior, puis 3 matchs en haut. Puis c'est 3 matchs au début de la saison. Ben, c'est dans ses premiers matchs. Fait que peut-être que l'effet de jouer. J'ai pas regardé le fond, il a joué 10 matchs, je pense, dans Allsvenskan. Ouais, je pense qu'il est rendu à 11 matchs ou 12 matchs dans ce coin-là. Ouais, fait que peut-être que mon opinion changerait avec ces matchs-là, mais on verra en cours de saison. Je le déteste pas, c'est juste ça. C'est dans les trois matchs que j'ai vus en haut. J'avais un peu plus de misère avec sa constance au niveau de l'application physique puis tout, là, mais je sais qu'il produit. On verra bien ce que ça va donner. Puis c'est drôle parce que moi, au 7e, j'ai Nikita Klepov. Ouais. Fait que c'est fou le clash, là. Genre, le clash est pareil, là. Ouais. J'avais Hermanson 31. Puis là, toi, t'avais pas Shilov, mais Klepov, tu l'avais quoi? Tu l'avais 30? C'est comme quoi? Ouais. Moi, Klepov, c'est ça, comme j'avais dit là, 3 heures. C'est vraiment la vision que j'avais eue au Linka Gretzky de lui, qui était capable d'en donner un peu défensivement. Puis quand il montre certains flashs au niveau du jeu défensif dans voyons, c'est quoi? La OHL. Fait que c'est ce qui m'intéresse. S'il jouait dans la WHL, peut-être qu'il serait plus bas un peu. Mais vu que c'est la OHL qui est, selon moi, définitivement la meilleure ligue depuis les départs de la WHL puis la DHMQ, peu importe. Là. Mais je trouve que la OHL se solidifie vraiment comme la meilleure ligue au pays là, au niveau du junior, même si c'était probablement déjà le cas, mais c'est encore mieux. Mais c'est ça, c'est son jeu en offensive, son jeu sur l'avantage numérique, la façon qu'il crée ses jeux. Ça m'intéresse énormément dans ce repêchage-là qui manque un peu de talent élite. J'avais de la misère à le mettre plus bas. Mais il trend down pas à mes yeux parce que je crois que ça va continuer. Mais c'est sûr que s'il y en a d'autres comme mettons Adam Olsen ou Smith ou Preston Lawrence, peu importe, qui démontrent qu'ils vont corriger leurs faiblesses, qui en montrent plus, puis que Klepov le fait pas, ben il va descendre. Mais pas parce qu'il a changé mais qu'il est moins bon, mais s'il m'en montre plus défensivement ou au niveau du jeu physique, parce que je trouve que le niveau physique est assez mature ou fort physiquement, capable d'absorber les contacts, capable d'en donner un peu. C'est pas un gars qui va qui va faire l'échec avant avec son corps. C'est vraiment plus avec le positionnement, avec l'anticipation puis le bâton. Là. C'est vraiment plus ça, ce gars-là. Mais la plupart du temps, t'es comme, ah ouais, c'est rarement lui le F1, on va se le dire, là. Plus le F2 ou le 3, puis qui va se mettre en option, une fois que son coéquipier va voler la rondelle. Mais c'est ça, c'est le profil de ce gars-là offensivement est vraiment intéressant. Est-ce qu'il va sortir dans le mock draft dans le top 10? À l'heure actuelle, je pense pas malgré l'offensive, mais il est définitivement un gars de top 15, top 18 à mes yeux pour un mock draft. Mais pour ce repêchage-là, je me suis comme forcé à mettre plus haut à cause de l'offensive. J'ai hâte de voir si il va en donner plus, s'il va être coaché au niveau défensif ou s'il va avoir des petits hints de genre, hey man, si tu veux sortir plus haut, donne-toi un peu plus. Fait que, on verra. Il y a un autre, je sais pas s'il est russe, là, mais lui, il est comme américano-russe, là, un russo-américain, peu importe c'est quoi le mot, désolé pour ceux qui le savent, je le sais sûrement, toi, là. Mais c'est ça, il y en a un dans pas long qui va sortir, qui c'était un peu le même débat, mais qui en donne un peu plus, là. Pour ça, d'après moi, tu l'as top 10 aussi, là. Mais c'est comme deux profils. On va voir. On va voir, là. C'est comme deux profils assez intéressants. Ouais, peut-être pas. Mais c'est deux profils assez intéressants pour le repêchage, moi, qui m'intéressent énormément. Donc, on verra bien ce que ça va donner. C'est celui que je pense, sinon je ne l'ai pas dans mon top 32. Non? Mais Ok, ça parfait. sera à voir. On en parle on va voir si c'est le même qu'on parle.
Juste rajouter, je pense, Pascal, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais Albert Smith, tu l'as au 8e rang. Ah oui, oui, j'ai Albert Smith au 8e rang, C'est désolé. parce qu'on en a parlé au 11e, là, fait Ouais, que c'est ça. quand Simon l'a présenté, juste pour tu sais, les gens qui n'ont pas la liste, mettons qu'ils écoutent en audio, là, Albert Quoi? Smith, c'était 8e. Ouais, on jase, hein, des fois, on perd le fil un petit peu. Ah, mais tu vois, j'écoute. Oui. Je t'alerte. Je t'alerte. T'as écouté. Il y a un gars qui écoute 3 minutes. Merci. Merci. La voix Merci du loft de a parlé. ouais, Ouais. merci, Zordon. 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 Mon septième, pour moi, ben, on en a glissé un mot tantôt. Ryan Rubrick. La raison pourquoi j'ai laissé là, c'est juste pour le profil, parce que je pense qu'il y a encore de quoi faire avec son profil. Mais il est mieux de se faire rapidement, là, parce que sérieusement, c'est pas normal qu'un gars de 6 et 4, 215 soit aussi soft sur la glace. Euh, Puis, on parlait de Philippe Bisted tantôt, là, puis que j'en avais quasiment des cauchemars, là, mais euh, la seule raison pourquoi Robrick est encore là, c'est parce que l'année passée, le talent était là. Le tir, il y a un tir violent. Il trouve des pochettes pour décocher ce lancer-là. Là, en ce moment, ce que je vois, là, c'est un gars qui attend de se faire feeder une rondelle dans l'enclave, puis il ne travaille pas pour Non, zéro. faire de quoi d'autre. Puis ça me tue en ce moment parce que c'est pas nécessairement ce que j'ai vu l'année passée. C'est pas nécessairement un gars qui était hyper engagé l'année passée, mais là, il est carrément soft, là, moi je trouve. Là, il va même pas au contact, c'est du bout de la palette. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui dans une année aussi importante. Euh, Ce que je vois dans son jeu, c'est de l'imprécision, pas de suite dans les idées. Tout simple. Hey, écoute, j'ai regardé 3 matchs où il a joué en compagnie de Brady Wasselin. Écoute, ça a été une catastrophe, ces deux-là. C'était. Ils patinaient de même tous les deux. Là. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'était du patin, on s'en va à l'attaque, le jeu avorte, on revient, on n'est pas tant impliqué en défensive. OK, on repart à l'attaque, le jeu avorte, on revient. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que j'ai vu. Même Wasselin, c'est pas ce que je voyais l'année passée. Tu sais, Wasselin, là, c'est un gars que j'avais 24e sur ma liste l'année passée. Il n'est même pas dans mon top 32 en ce moment. Il faut absolument qu'il corrige ça, Ryan Robrick. Il faut absolument qu'il devienne, pas nécessairement être un Brady Ketchuk, là, mais il faut absolument que tu deviennes un gars un peu plus engagé. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Moi, je l'avais deuxième sur ma liste. Là. Il était dans une conversation pour le deuxième rang. Là, c'est à peine s'il est dans une conversation pour le top 10. Puis, bien évidemment, toi, tu ne l'as même pas dans le top 10 en plus. Tu l'as 17. Fait que, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans son jeu. Sinon, la chute va être assez. Il y a même des équipes, je suis convaincu, là, dans la Ligue nationale, qui vont carrément lever le nez sur lui, puis il va peut-être dropper genre 20e. Là. On le sait pas. Là. Puis tu sais, il y a des gens qui chialaient après Cole Eiserman, puis tout ça, puis moi, Cole Eiserman, je le trouvais beaucoup plus impliqué que ça, Chris, beaucoup plus physique. Là, Ryan Rubrick, là, c'est rien. Là. C'est le shot, puis rien d'autre. Là. Je trouve que c'est un très bon patineur, moi, Ryan Rubrick, pour le gabarit qu'il a. Mais là, c'est pas. C'est pas du patin de fantaisie. Là. C'est pas casse-noisette, ici, là. C'est pas du baseball. Il faut. Non, mais là, faut que quelque chose se passe avec lui. Là. Fait que là, je lui donne une chance. Il m'écoute peut-être pas. Mais Ryan, si tu veux, pas juste pour moi, là, pour la Ligue nationale, là, Ouais. flick the switch un peu, là, parce que là, ça va pas bien. Là, ça va vraiment pas bien. Mais comme je disais, dans les derniers matchs que j'ai vus, il semblait un peu retrouver une certaine tangente, pas nécessairement de physique, mais un petit peu plus d'intensité à voir pour la suite. Parfait. Tu peux y aller avec ton 6. Le 6, c'est Daxon Rudolph.
Jackson Rudolph, un défenseur que j'aime beaucoup. C'est pas nécessairement le défenseur le plus dynamique, mais je trouve qu'il contribue en attaque. Je trouve qu'il amène des rondelles au filet. Il est capable d'avoir, tu sais, le fameux, la petite hésitation, là, tu sais, les gars qui s'en viennent, puis là, ils font en semblant, puis ils s'échappent un peu, ils amènent la rondelle au filet. Je trouve qu'il est capable de le faire. Il est capable de faire de bonnes passes aussi pour des coéquipiers, que ce soit en relance, que ce soit à travers la boîte, que ce soit juste des passes pour te partir, mettons, dans l'arrière du filet et de créer des occasions dans l'enclave. Je trouve qu'il est bon. Je trouve que son patin est quand même pas mauvais. C'est peut-être qu'il pourrait être une petite coche meilleure, mais je trouve que latéralement, il se débrouille bien. Il ne se fait pas vraiment prendre à contre-pied, à part quand il est un petit peu plus. Des fois, on dirait qu'il prend des prises de risque peut-être un petit peu inutiles, mais c'est rare qu'il se fait prendre à contre-pied. Il a un bon bâton. Évidemment, il y a le côté physique que moi, j'aime bien aussi. Il n'y a pas le patin de Chase Reed en transport de rondelles, mais en général aussi. Je trouve que Chase Reed, comme tu disais tantôt, il est plus évasif. Puis Rudolph, je pense qu'il y a ça à corriger un peu, mais je le trouve relativement très complet dans l'ensemble. Sur la patinoire avec la rondelle sur la palette. Beaucoup de calme. Il y a un peu de prestance. Il exécute des jeux. Tu sais que des fois, ça a l'air d'un jeu qui est facile parce que c'est lui qui le rend facile. Des petits jeux, des petits mouvements, des petites passes bonnes pour des coéquipiers, pour des lancers de qualité. J'aime beaucoup son style de jeu. Je pense c'est peut-être le défenseur le plus complet, entre guillemets, de ce repêchage-là. Ouais. Évidemment, il y en a d'autres. Là, Chase Reed, c'en est un. C'est pour ça qu'on ne l'a pas nommé encore. Là. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il est bon dans plusieurs facettes, même s'il n'est peut-être pas nécessairement high-end dans certaines autres facettes. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Au début, je l'avais même devant Reed. Puis là, dans les derniers visionnements, j'ai fait une dernière batch de visionnement, 2-3 visionnements pour chaque gars, là, Lynn, Carroll, tout ça. Puis je trouve que Reed, pour moi, c'est clairement le meilleur défenseur après Vera. Fait que, en tout cas, peut-être pas clairement, mais je trouve que c'est celui qui s'en rapproche peut-être le plus. Fait que Rudolph 6. Puis je pense que. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils amènent cette saison à Prince Albert, qui n'ont pas nécessairement. Ils ont une bonne équipe, mais c'est pas nécessairement une équipe qui casse tout non plus. Là. C'est ça. Ouais, moi j'en ai parlé un peu tantôt, donc j'ai rien d'autre à rajouter. C'est un joueur ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est quand même assez raw offensivement. Donc, tu sais, on n'a pas encore vu tout de ce joueur-là. Fait que je pense qu'il va être capable d'aller chercher ce que tu parles, dans le fond, le petit plus au niveau de l'évolivité, au niveau de la tromperie, ce genre d'affaires-là. Je pense qu'il en montre un peu que ça pourrait prendre une bonne coche. Donc, j'ai hâte de voir pour lui. Moi, 6e, j'ai Ivar Stenberg. Donc, tu sais, qui était un peu consensus top 3 dans beaucoup de listes, mais j'avais un peu de réserve le concernant, mais tu sais, tu peux pas ignorer nécessairement son offensive. le descendre en bas du 10e rang, je trouvais ça quand même, tu sais, je comprendrais, mais je trouvais ça quand même assez difficile parce que dans la SHL, il produit, c'est un gars quand même de périphérie, mais tu sais, son talent veut ça un peu, mais il est quand même capable d'aller dans l'enclave pour utiliser son lancer quand ses coéquipiers sont capables d'y envoyer en rondelle. Là. Puis défensivement parlant, ben ça demeure un ailier, c'est pas un centre, donc ses responsabilités demeurent limitées, mais c'est pas un con non plus. Il n'y a pas un mauvais patin, ça pourrait être mieux, je pense, là, pour le gabarit, le genre de jeu que lui il fait. Je trouve que le patin est pas mauvais, mais à pleine vitesse, il est capable de faire des jeux. Fait que tu sais, c'est ça. Dans SHL, son patin, il n'est pas nécessairement exposé. Peut-être dans des plus petites patinoires, ça pourrait l'être un peu plus parce que la pression va venir. Fait que j'aimerais ça le voir sur des plus petites patinoires, mais tu sais, on peut pas vraiment ignorer le talent de ce joueur-là au niveau offensif dans un repêchage aussi faible. Je le trouve, là, de joueurs pas nécessairement aussi faibles, mais tu sais, un repêchage qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous déçoivent, si on veut. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 6e dans mon top 10. On pourrait en parler assez longuement, je pense, de Ivar Stenberg. Mais c'est ça, il faut qu'il continue un peu ce qu'il fait en ce moment. C'est-à-dire produire en SHL, mais
je veux juste en voir un peu plus physiquement, un peu plus dans le trafic. Hein. Tu sais, un peu plus de tout ce qui permet d'être un joueur assez offensif en Amérique du Nord. Parce que je pense pas que son talent est assez élite pour être un gars de périphérie qui produit à fond comme certains élus le sont dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux aller dans le top 5. Tu peux commencer ton top 5. Dans les Patreonneux, dans les Patreons, il y a quelqu'un qui a mentionné est-ce que ça se pourrait que ce soit seulement une mauvaise année pour Rubrek? Dans le fond, est-ce que vous portez des années d'importance? Accordez-vous d'importance à un draft -2, draft -1? Souvent, oui. Surtout pour les joueurs que j'aime. Dans le fond, un joueur comme Shane Wright, quand il avait joué à 15 ans, à 16 ans, il n'a pas joué, puis à 17 ans, à son année de draft, ça a été un peu plus difficile, ou je me trompe de ses 16, 17, il n'a pas joué, puis 18. Là, je me rappelle pas si c'était un late Shane Wright. Il me semble pas que c'était un late. Mais j'ai pas ça en tête. Il me semble que c'est pas... non. Il est pas né le 1er janvier, lui. Bref, en tout cas. Non, ça, il est pas... Mais... ouais. Il est late, mais il est pas... il est dans son année, là. OK, bref, en tout cas. Mais il n'est pas late en tant que tel, genre le 15-16 septembre. Là. OK. Donc, fait pour ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Là. C'est que des fois, il y a des joueurs que quand je vais avoir une observation de lui l'année d'avant, je vais avoir la misère à m'en débarrasser de l'année d'après. Dans le fond, c'est comme quand un joueur m'a vraiment intéressé l'année d'avant, dans le fond, je vais avoir vu du chien, un aspect peste ou de l'offensive, des bonnes mains, de la vitesse. La vitesse, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment subjectif, ça, des fois. Là. Mais, tu sais, un gars qui est capable de s'impliquer physiquement pour avoir un aspect peste, en plus de créer beaucoup d'offensives, ben, je vais avoir la misère à me débarrasser de l'aspect peste si l'année d'après, c'est pas ça. Egor Shilov, je l'ai 5e. J'adore ce joueur-là. J'adore surtout en USHL l'année passée. J'ai regardé pas mal de matchs de l'année passée cet été. C'est quand j'ai parlé des joueurs que j'avais regardés l'année passée, cet été avant de prendre une pause. Egor Shilov en faisait partie. Puis Egor Shilov me faisait beaucoup penser à Yegor Sorin. Dans le sens que il domine pas physiquement ses adversaires à fond, mais dans USHL l'année passée, il dérangeait énormément. Il faisait des échauffourées devant le filet. Des fois, c'était limite de l'indiscipline en levant de coude, en plaquant très haut. Puis ça dérangeait, mais ça avait un impact positif sur sa game puis sur les matchs. Puis là, en LGMQ, zéro focal. Ça me fait royalement chier. Puis c'est pour ça que je le considère... Je voulais le mettre vraiment haut parce que j'apprécie beaucoup son talent puis ce que j'ai vu l'année passée. Mais là, c'est pas encore ça que je vois cette année. Puis j'espère encore le voir. Puis c'est pas pour me backer avec ce genre qui est en trend down parce que son offensive m'intéresse quand même. C'est un gars qui est capable d'aller vite, même si c'est pas tout le temps le cas. Il faut qu'il y ait plus de rythme. C'est comme deux ligues vraiment différentes en USHL et la GMQ en 2 années. 2 équipes complètement différentes aussi. Fait que je me donne une zone tampon le concernant. Parce que je pense que c'est un des meilleurs joueurs de la LHGMQ quand ça y tente. J'aime beaucoup le duo qu'il y a avec Vlasov. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit astérix à côté de son nom, dans le sens que il va falloir qu'il se déniaise chez Love au niveau physique, au niveau ligne droite, au niveau défensif. Parce qu'il est capable, je l'ai vu l'année passée, je vous jure, je l'ai vu l'année passée à avoir beaucoup plus de layers dans le fond, à son jeu. Puis on le voit pas encore. Est-ce que c'est un effet d'équipe, de ligue, de nouveauté, où il veut juste jouer offensif, puis son éthique est un peu spéciale? On verra. Peut-être qu'il est moins appuyé qu'il était en USHL, parce que c'était pas Vlasov qui était avec lui en USHL, mais j'ai vu une entrevue qu'il y avait vraiment un coéquipier qui l'aidait dans son intégration dans l'équipe. Fait qu'il y a peut-être plus ce soutien-là au Québec, mais je doute pas de Victoriaville, zéro focal. C'est vraiment plus... Il y a quand même des petits points d'interrogation à côté de son nom. Puis je me donne jusqu'au mid pour voir s'il va descendre un peu. Mais j'adore le talent de ce joueur-là. Puis je trouve que son potentiel, on a juste vu la pointe de l'iceberg dans la JMQ. On verra pour la suite.
Écoute, moi, il n'est pas dans mon top 32. C'est exactement lui. Je savais que tu faisais référence à lui tantôt. Euh, Moi, je m'en suis même venu à questionner si Vlasov n'était pas le gars qui drivait ce trio-là. Parce que côté énergie, Ouais, côté intensité, côté ouais, il jeu, est bon. juste créer de l'espace, aller au filet. Parce que, premièrement, tu sais, j'ai regardé des matchs des Tigres, puis ils sont dégueulasses, là. Ouais, c'est Je pas pense qu'ils beau, ont là. gagné un de leurs 12 dernières games. Mm. Tu sais, je pense qu'ils ont perdu 7 games de suite. En tout cas, c'est une catastrophe, cette équipe-là, encore cette année, Depuis quelques années, malheureusement. ouais. Tu sais, malheureusement, là, c'est. Puis quand je regarde Shilov jouer, tu sais, je vois, il n'y a, pas le style typique russe comme on disait tantôt. Tu sais, il est capable de backer, capable d'essayer de bloquer des tirs, capable de s'impliquer un peu le long de la bande. Tu sais, il y a le désir d'être un peu plus complet. Offensivement, tu sais, en avantage numérique, je trouve que c'est là vraiment qu'il ressort beaucoup. Mais moi, dans les derniers matchs, tout ce qui est driver le jeu, tout ce qui est créer de l'attaque rapidement à partir de sa zone. Moi, il était dans la conversation pour le top 32. Il faisait partie des quelques gars que j'avais pour rentrer. Puis, je me suis reclaqué encore 2 matchs tantôt. Puis, j'étais comme. Je peux pas le rentrer parce que je peux même pas essayer de le rentrer parce qu'il y a comme pas de. Il manque beaucoup de. On dirait que ça lui. Pas que ça lui tente pas, mais on dirait que le jeu de la Q l'a rattrapé dans le côté motivation en général. On Ouais. dirait que là, il arrive dans la ligue. Au début, il produit beaucoup, ça va bien. Puis là, depuis peut-être 10 matchs, on dirait que là, il est comme un petit peu plus. Peut-être pas 10, peut-être 5, 6 maintenant. On dirait qu'il est là, il tente des choses. À un moment donné, là, j'ai regardé un match, c'est contre qui les Sea Dogs tantôt. Ou les Voltigeurs. En tout cas, je pense que j'ai regardé le match contre les Voltigeurs. En tout cas, 2 fois. Il y avait la rondelle sur la palette. Il s'en venait sur l'aile. Il avait l'occasion de passer. Il avait l'occasion de tirer. Il est allé se sacrer dans l'entonnoir. Il a perdu ses 2 options pour rien parce qu'il n'a pas pris de décision, parce qu'il n'a pas analysé le jeu correctement. Puis là, il a pris 2 lancers d'un espace restreint que le gardien, il a couvert son poteau, puis c'est devenu mort, là. Puis ça arrive trop souvent récemment, je trouve, ou pas nécessairement le jeu où il meurt dans le coin, mais où il analyse un peu moins, où on dirait qu'il est hésitant un peu dans sa prise de décision. Puis là, le jeu, l'option ou les options qu'il avait à sa portée, ils sont plus là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas en début de saison. Pourquoi c'est rendu comme ça en ce moment? Aucune idée. L'équipe est dégueulasse. Peut-être que ça joue sur le mental, absolument. C'est pas le fun de gagner une fois en 10-12 games, on s'entend. Ça peut en tuer bien. C'est des jeunes, ils n'ont pas 30 ans, c'est des kids de 17-18 ans. Des fois, c'est dur de se sortir de ça. On en parlait de Rogowski tantôt, son équipe est dégueulasse. Des fois, c'est dur. Mais là, à ce moment-là, il faut que tu te dises, ben, je vais jouer un peu, pas individuel, mais je vais jouer un peu pour moi aussi. Je vais jouer un peu pour mon stock personnel, de dire, je vais me donner le plus que je peux. Je vais me donner, puis je dis pas qu'il le fait pas, là, il le fait. Là. Il essaie, en fait, de le faire. Ouais. Puis là, c'est ça. Il faut que tu te dises, mais regarde, là, je joue pour l'équipe, mais aussi, il faut que je pense à quoi faire aussi pour ressortir, même si c'est pas nécessairement la production est peut-être un peu moins là. Tu sais, je sais pas là, sur Instat, là, mais il doit avoir peut-être 1 point à ses 6-7 dernières games, je pense. Ouais, je sais pas, je sais 1 pas ou vu. 2 points. Ça va pas bien en ce moment, puis c'est pas juste pour lui, là, c'est de l'équipe Ouais. au complet. Fait qu'à voir de son côté, moi je l'avais juste un petit peu en dehors de mon top 32. Peut-être il était 38, 39 peut-être. Là. Je ne les ai pas classés. Là. J'ai juste mis des petits 2 à côté. Là, mais à voir pour la suite. Mais oui, il faut qu'il m'en monte. Là. C'est toi, il faut qu'il t'en monte. Il faut qu'il m'en monte beaucoup à moi Encore aussi. plus, ouais. Ben, c'est parce que à mesure que la saison avance, l'analyse que j'avais de l'année passée va disparaître. T'sais. Parce que, Ouais. mettons, j'ai vu 4-5 games l'année passée, puis j'ai vu ce que j'ai vu au niveau de l'indiscipline, puis au niveau de genre de chien. Là, c'est Mm-hmm. 0. Alors qu'il est dans un contexte difficile. Il devrait avoir de la rogne, là.
Il devrait en monter plus. Fait que à mesure que j'en écoute un, il y en a un qui disparaît l'autre bord. Ouais, Fait que c'est ça. Fait que si ça vient pas, il va finir par descendre. Mais je pense pas qu'il va sortir de mon top 32 parce que il reste dans la tête. Peut-être ça se peut qu'il vire quand même un peu plus chien. Mais c'est la vie. C'est ça, c'est pas une situation facile. Là, c'est ça qu'on disait tantôt, de pas juste prendre les points en tant que tel, la base de dire, OK, là, il n'y a pas de points, il y a juste 8 points en 22 games. Ouais, mais c'est ça, il y a un contexte intéressant quand même à rentrer là-dedans, puis peut-être que ça s'applique à lui. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a une possibilité qu'il remonte aussi. Là. Mais les Tigres, ouais, c'est pas grave. Puis ils sont plates à regarder en plus. Là, c'est pas le fun. C'est dégueulasse. Pour répondre à ta question, Simon, depuis le 31 octobre, c'est 2 passes seulement en 6 parties. Donc, aussi bien dire que depuis l'Halloween, il s'est transformé en fantôme. Bon. Et le ghost, là, hockey. C'est des grandes contributions que je fais dans ce podcast-là de 4 heures, d'ailleurs. Je les accepte. T'aurais pu faire un pire jeu de mots avec le nom qu'il y a. Hein. Il y a 2 syllabes, puis c'est 2 syllabes assez opposées. Igor, she, love. Fait que t'aurais pu être pas mal pire que ça. Ah ouais. Je voulais pas être vulgaire dans mes propos. J'ai dit son nom. Top 5 pour moi, le numéro 5, Chase Reed. Oui. J'en ai glissé un petit mot tantôt. Je pense que Chase Reed, c'est impressionnant ce qu'il fait sur la patinoire, ce défenseur-là. Il est bon dans tout. Absolument. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux dire que c'est un futur gagnant du Norris? Probablement pas. Mais c'est un défenseur qui est assez stable défensivement, capable de jouer physique, bon bâton, il ne se fait pas prendre sur le rush. Évidemment, quand il part avec la rondelle aussi, c'est dangereux. Il transporte beaucoup la rondelle. En avantage numérique, c'est rien que lui qui transporte la rondelle, je pense, en avantage numérique. Il joue 30 minutes, enfin, c'est 26 et plus. Il a le feu vert là, pour aller je pense, j'ai pas vu, en tout cas dans ce draft-là, j'ai pas vu un défenseur qui monte plus la rondelle que lui. Même à 5 contre 5 overall, là, en avantage numérique, c'est toujours lui qui a la rondelle. Là, c'est toujours lui qui monte. Il touche beaucoup de rondelles dans un match de hockey. Puis évidemment, quand tu es un joueur de ce calibre-là, c'est normal que tu touches beaucoup la rondelle. Patineur fluide. De tous les sens, là, en haut, en bas, latéral, sur la bleue, pas peur du contact, tir extrêmement sec, tir des poignets, c'est assez, ça scille les oreilles un peu. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, sérieusement, là. C'est un gars qui distribue les rondelles, mais c'est un gars qui prend des tirs aussi. Il connaît les bons moments pour pincher, il connaît les bons moments pour se replier, il lit bien le jeu. Comme je disais, une touche physique beaucoup plus complète en qu'à moi qu'un gars comme Lynn. C'est très. Les seules petites affaires que j'ai notées de son côté, puis c'est même pas des grosses affaires, mais des fois, dans un match où il se sent bien, il va peut-être tenter des choses un peu à bas pourcentage, quelques petits jeux un peu de dentelle qui ont peut-être pas toujours lieu d'être, mais en même temps, je ne veux pas le blâmer de le tenter parce que il a le talent pour le faire. Puis très rarement aussi défensivement dans les matchs que j'ai vus, des fois une petite perte de couverture, peut-être pas toujours, peut-être un peu aimanté sur la rondelle, mais très, très rarement. Super complète tant qu'à moi, ce défenseur-là. Vraiment rien à redire du fait qu'il est très bon, excellent défenseur. S'il n'y avait pas Veroff, ce serait lui le meilleur défenseur du draft, tant qu'à moi. Ça, je pense que ça a changé juste depuis ma dernière batch de visionnement où j'étais comme Rudolph, puis lui, il était comme un peu kiff-kiff. Puis là, ce que j'ai vu dans les 2-3 derniers matchs, c'était comme non, oublie ça. Je pense qu'il est parti pour mon. Peut-être qu'il va monter ça, peut-être qu'il va monter encore Chase Reed, on ne le sait pas, mais pour l'instant, c'est du gros stock tant qu'à moi. Oh oui. Puis j'ai checké là 3-4 semaines dans les stats
les stats avancées. Pas vraiment. C'est les stats que Instat va cumuler. Possession de rondelles, création de revirements, perte et gain de rondelles. Puis il était partout, Ah, ben numéro un. oui. Puis numéro 2, c'est Draveski. Dans le fond, qu'on a Travis parlé, ouais, j'ai avec. parlé au 29e, Ouais. il est vraiment élevé au niveau du transport de rondelles et la possession de rondelles. Mais Reed, il est comme partout, Ah oui, absolument partout. Il était numéro 1 dans OHL. Là. Ah oui, oui. Puis Reed, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il progresse de match en match. Toutes les fois que je le regarde, je trouve qu'il a progressé. Fait que, tu sais, sky's the limit peut-être pour lui, pour la liste en tant que telle. Ben, peut-être McKenna is the limit, peut-être, là, mais il pourrait monter peut-être 2, on ne sait pas. Je vais tout de suite faire mon 4 parce que c'est. Ok, ben, vas-y, t'avais quelque chose à ajouter. Non, je fais juste dire que même si tu regardes par rapport à l'année passée, il est meilleur défensivement. Il a meilleur patin. Ben oui. Même si tu regardes l'année passée, il est meilleur, vraiment meilleur. Sa progression était vraiment bonne. Exactement. Moi, je l'avais 22 l'année passée, puis j'étais comme, OK, ouais, tu sais, il y a de quoi d'intéressant à le regarder. Je trouve qu'il il est arrivé un peu plus tard aussi. Cette année, tu sais, écoute, c'est un joueur, c'est un défenseur de première paire sans hésitation, tant qu'à moi. Là. Fait que, ouais. Ça, c'est peut-être évident. Puis, du défenseur numéro 1 aussi, tant qu'à moi. Ivar Stenberg, numéro 4. La différence avec toi, peut-être, Pascal, c'est que j'ai vu qu'il attaquait un peu le couloir du centre. Moi, il attaquait le filet un peu plus. Tu sais, j'en ai parlé dans les 2 matchs que j'ai faits sur ma chaîne où je trouvais qu'il attaquait un peu plus le centre. Je trouve qu'il patine. Moi, je trouve qu'il patine smooth quand même. C'est pas des foulées qui sont très. Ça n'a pas l'air à avancer, mais il ne donne pas des grosses poussées, il me semble, pour se déplacer. Et je trouve qu'il patine bien. Je veux savoir du côté de Frolunda, c'est qui le play driver? Est-ce que c'est Stenberg? Parce que quand Stenberg a la rondelle, je trouve que ça se développe mieux. Les attaques se développent mieux. C'est plus menaçant, que ce soit par le couloir ou par le centre. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se créent que quand c'est ses coéquipiers. Puis moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a une création puis une vision offensive intéressante. Pareil pour un gars de cet âge-là dans la SHL qui n'a pas peur d'aller prendre la rondelle puis de lever la tête puis d'accepter certains contacts puis sortir du coin puis trouver des coéquipiers. Je trouve qu'il y a un talent assez. C'est facile de le baisser. C'est facile de dire ah oui, mais là, il baisse, mais puis c'est pas juste le fait de dire qu'il baisse. Là, toi, tu l'as 6 puis c'est bien correct. Mais de dire genre ah oui, on en avait parlé, c'est un gars qui est potentiel baissé. Ouais, mais baissé jusqu'à où? Parce que moi, quand je le regarde jouer, moi je me dis attends, ben ouais, il joue au hockey, là, c'est pas juste. Pour moi, il fait pas juste arracher les peintures sur la bande. Là. Je trouve qu'il va au filet, je trouve qu'il crée des choses au filet. Il y a un peu d'arme dans son jeu, d'intensité. Encore une fois, peut-être qu'il va baisser un peu, mais pour moi, il y a un cut-off à un moment donné que je me dis, je peux pas voir de mon côté, je peux pas voir Stenberg sortir du top 10 parce que je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là. Est-ce qu'il peut monter? C'est ça. Est-ce qu'il peut monter? Ça va être tough peut-être un peu, mais est-ce qu'il peut descendre beaucoup? Je suis pas convaincu non plus. Parfait. Moi, au 4e rang, j'ai Ethan Belches. Belches, peu importe comment on le dit, 6 pieds 5, 227 livres, un ailier. J'ai vu quelques comparaisons à Eric Lindros, à Rick Nash. On va dire non tout de suite. Eric Lindros, là, c'est la seule licorne qui mérite le mot licorne. Il n'y a personne. Moi, je suis né en 88. Donc, j'ai vu un peu M. Lindros jouer le soir quand j'étais jeune. J'ai une période, 2 périodes. Puis, quand il était sur la glace, tu le voyais plus que n'importe qui. Là. C'est comme... c'est une bébête, là. Peut-être qu'il n'a pas produit un produit comme le mieux ou Gretzky ou whatever. Mais Lindros, c'était un maudit bully, là. Oui, il a été détruit par les commissions cérébrales puis tout, là. Mais c'est pas Belches, là. C'est pas tout ça, là. Mais bref, Belches,
c'est un très bon espoir. Pas pour rien que je l'ai quatrième. Il y a le gabarit. Pas un mauvais patin. En tout cas, le patin, il est vraiment meilleur. Dans les dernières années, il s'est amélioré. Le foot speed, même la vitesse maximale, la façon qu'il utilise son patin pour faire des jeux, c'est mieux, mais c'est vraiment son tir qui ressort à mes yeux, sa façon de se placer, puis de faire des jeux ou de feinter ou de protéger la rondelle avec son gabarit, son patin, puis sa portée aussi. Donc, je vois pas une vision élite, mais il est vraiment capable de deviner ou de lire ce que les autres veulent faire pour être capable de s'impliquer offensivement. C'est pas un play driver. Je ne trouve pas que c'est un play driver. Il est capable d'utiliser son corps de bonne façon, mais c'est pas un gars qui détruit les bandes. Là. Je trouve pas. Il devrait. J'aimerais ça qu'il le fasse plus, vraiment plus, parce qu'il serait plus haut dans ma liste si ce serait le cas. Si c'était le cas, désolé. Mais ça l'est pas. Mais dans ce repêchage-là, je suis content de sa saison jusqu'ici, parce que si il y aurait un début comme Robrek, ça ferait mal en sacrement à la qualité du draft, sérieusement, parce que il fait partie des top, des studs qu'on s'attendait au début de la saison. Puis, à mes yeux, il remplit les attentes. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être vraiment pire si on compare avec Robrek. Donc, tu sais, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Tu sais, c'est juste le typique power forward avec beaucoup d'habilité qu'on espère voir plus de choses qui se transposent dans la Ligue nationale de hockey, mais il en montre quand même, fait qu'on sait que ça va bien se passer quand même au niveau de la transposition de son jeu. Contrairement à Porter Martone, qu'on se disait, il y a quand même des choses, des red flags de Belchester. Je vois pas nécessairement de red flags dans son jeu, à part que son talent est peut-être pas nécessairement 80-90 points. C'est juste, je pense il coche beaucoup de cases, puis il va être capable de s'ajouter à n'importe quel duo talentueux pour quand même ressortir. Veux-tu m'envoyer sur le... Tu veux faire le 3 ou je le fais? Vas-y, monsieur. Moi, le 3, c'est Keaton Veroff. J'ai Belchets 2, mais en fait, c'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement à cause de Veroff en tant que tel, puis c'est pas nécessairement à cause de Belchets. Ben, c'est un peu à cause de Belchets, mais c'est juste un petit concours de circonstances, peut-être. Veroff, pour moi, bon, on sait qu'est-ce qui se passe en ce moment avec North Dakota. Je trouve que moi, c'est un défenseur qui est très complet. Je trouve qu'il s'implique pas mal dans tous les aspects du jeu. Je trouve qu'en attaque, même, il emmène un peu large des fois, même à l'attaque, puis de façon positive. Là, on se porte à l'attaque assez haut, quelques petits jeux, pas nécessairement des feintes à la Lane Hudson, mais il bouge bien avec la rondelle, il protège bien la rondelle, quelques feintes avec ses mains, un excellent lancer, là, ça dégaine pas mal. Mais bon, un bon tir des poignets, puis un bon tir frappé aussi, là, quand il y a la rondelle sur le thé, ça sort. Là. La touche physique, défensivement, même chose, bonne physicalité, bonne couverture des joueurs, que ce soit le porteur du disque ou non, patin habile, bon bâton, capable de déblayer le devant du filet aussi, d'être un petit peu mean, sans nécessairement être mean, là, mais une petite touche petite touche chien sale un peu. Là. Moi je trouve que complet, il est très complet. C'est pas facile des fois de faire la transition du côté de la NCAA, puis on le voit avec McKenna en ce moment. Puis il y en a plein d'autres, là, pas juste de la CHL à la NCAA. Des fois, des joueurs de la USHL qui font la transition dans la NCAA, c'est pas facile. Mais moi, je trouve que ça se fait smooth. Je trouve qu'on lui a donné... Il a eu un rôle important rapidement, mais je trouve que là, il semble encore un peu plus à l'aise, un peu plus en confiance. La raison pourquoi je l'ai 3, c'est un peu, c'est pas que c'est niaiseux, mais moi, Belchett, je l'ai beaucoup regardé l'année passée. Je l'avais 4 sur ma liste l'année passée. Puis, je trouve qu'il a amélioré certains aspects de son jeu cette année, ce qui me laisse croire qu'il y a encore d'autres choses à améliorer. On parlait du playmaking tantôt.
On parlait du côté un peu mean que tu viens de mentionner, un peu plus de physicalité rude. Je pense qu'il peut amener ça aussi. Ce qui arrive avec Belches, pourquoi les deux, c'est que il y a un profil intéressant. Tu sais, c'est ça, c'est pas un Lindros, c'est pas. Tu sais, on va se calmer un peu les nerfs là-dessus. C'est pas un Brady Ketchuk non plus. Tu sais, oubliez ça. Mais un gars de ce gabarit-là, qui est mobile quand même pour son gabarit, qui est capable de. Tu sais, il y a une capacité d'accélération pour suivre ses coéquipiers, pour lire qu'est-ce que ses coéquipiers sont capables de faire. Il est capable de transporter lui-même la rondelle, d'utiliser son corps, d'amener ça au filet. Il a un très bon lancer. Il rôde près du filet, récupère des rondelles. Il a le gabarit, évidemment. Tu n'as pas le choix un peu. Là. Donc, il a amélioré un peu le côté patin. Il a amélioré ses lectures de jeu. Il a amélioré un peu son aspect défensif sans nécessairement dire que c'est un gars défensif incroyable. Il a ajouté un petit peu plus d'anticipation, un petit peu plus de bâton, un petit peu plus de jeu le long des bandes qui aident à faire sortir cette rondelle-là, peut-être amorcer certaines relances. Le problème du côté de la relance, c'est que des fois, je trouve ça un peu anormal qu'un gars de ce talent-là soit incapable de faire une passe en sortie de zone. Je trouve ça des fois incapable, puis ça n'arrive pas tout le temps, là, mais des passes de 25-30 pieds, c'est quand même des choses qui sont relativement simples. Des fois, c'est imprécis dans les patins. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive quelquefois. Ça arrivait avec Carbonneau aussi dans le temps. Ben, dans le temps, l'année passée. Puis c'est la même chose aussi en entrée de zone. Des fois, en entrée de zone, je trouve qu'il force des choses qu'il ne devrait pas forcer. Tu n'as pas la capacité de playmaking de Gavin McKenna, tu n'as pas la capacité de playmaking de peu importe les joueurs de talent. Tu as une capacité de playmaking quand que le jeu se déroule devant toi et que tu n'as pas besoin de forcer les choses. Non, tu fais juste agir en réaction. Reste, c'est ça. Reste là-dedans. Utilise, soit deviens un genre, une arme en give and go un peu. Donne la rondelle, positionne-toi, dégaine dans l'enclave. Il fait, mais mettons Alex Stock, mais c'est ça. Il faut que tu le fasses plus régulièrement parce que tu n'es pas capable de faire cette touche de. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'améliorer. Il va peut-être l'améliorer dans les prochains mois, mais en ce moment, il produit. Les meilleurs matchs que j'ai vus de Belches, c'est quand il jouait dans ses forces, quand il utilisait son gabarit, trouvait des pochettes, pouvait décocher son lancer, facilitait le travail de ses coéquipiers, donnait de l'espace à ses coéquipiers qui, eux, sont un petit peu plus. Peut-être qu'il y en a des gars là-dedans qui sont un petit peu plus talentueux, juste côté playmaking. Puis ensuite de ça, va te positionner dans les endroits dangereux. Donc, pour moi, Ethan Belches, c'est la raison pourquoi je l'ai fait monter devant Veroff, mais c'est liste préliminaire. C'est pas coulé dans le béton. J'aime ce que je vois en ce moment de lui. J'aime ce que je vois de Veroff aussi. Il n'y a aucune raison de penser que Veroff, il ne peut pas être 2 ou il ne peut pas être un défenseur de première paire dans la Ligue nationale. Mais en ce moment, ça se tient comme ça pour moi. Mais on va voir pour la suite. Puis il y a Slavkovski qui devrait suivre tes conseils aussi au niveau de l'entrée de zone puis faciliter le jeu du coéquipier. Ouais, mais ça, c'est parce que Slavkovski, le pire de tout, c'est qu'il a une meilleure capacité de playmaking. Oui. Mais des fois, c'est absolument. comme. Des fois, c'est qu'on dirait qu'il veut trop y aller dans la dentelle ou il veut trop tenter des choses un peu fancy. Parce que, tu sais, on l'a vu, mettons, en avantage numérique, il essayait souvent. Il recevait une passe, puis là, il essayait de faire le one-timer pass de l'autre côté. Là. Mais ça fonctionne une fois sur 40. Là. Puis en Fait entrée de que, zone. choisis juste. Choisis un compartiment, là, puis arrête de sortir de ce compartiment-là. Garde ça simple. Mais Slavkovski, ben, c'est ça. C'était un prototype aussi comme ça. C'est une des raisons pourquoi il est sorti premier, parce que c'était quelque chose d'alléchant pour les DG. Fait que c'est ça. Mais Veroff, évidemment, il pourrait monter 2 ça, c'est au dans le mid. tiers un peu. Exact. Au troisième, moi, j'ai Keaton Veroff.
Donc, je crois aussi que c'est un défenseur de première paire potentiel, comme la majorité des gens qui regardent ce joueur-là. Je l'ai regardé beaucoup l'année passée parce que Cole Reshney, c'était mon boy. Puis j'avais de la misère un peu avec Veroff parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs en possession de rondelles dans des situations que ça devrait pas être le cas. En fond de zone, fait des passes à l'aveuglette dans l'enclave, dans sa zone. Là. Il va récupérer une rondelle, il n'y a pas de pression, s'en débarrasse, ou il y a de la pression, s'en débarrasse dans l'enclave, but. Il faisait souvent des dumb plays, puis ça me gossait assez souvent. En série, c'était moins là. Fait qu'il y avait vraiment une progression, puis j'avais apprécié sa progression, puis c'est pour ça que je l'avais gardé quand même assez haut, parce que j'avais dit, je sais pas dans le TSLH Rider, ou ben, pas un Rider, mais Espoir ou whatever, mais j'avais dit, hey, il a de la misère un peu avec Veroff une fois de temps en temps, mais vraiment, quand tu regardes sa saison, puis la progression qu'il a eue, tu fais comme, ouais, ça va être un stud. Puis cette année, ben, dans NCAA, il est tranquillement pas vite. Pas tranquillement, puis pas vite. Il est meilleur vraiment à tout point de vue que l'année passée. C'est juste que il joue pas 30 minutes, là. Il joue pas énormément, mais il joue quand même pas mal pour ce Ouais, niveau-là. 17 à peu près. C'est ça, 16, exactement, 18 à peu près. 17-18. Puis il est un des meilleurs de l'équipe en défensive, absolument. Il a la protection de rondelle, monte la rondelle, la première passe, c'est là, il fait vraiment moins de dumb play, vraiment moins de décisions que tu fais comme, mais voyons donc, à quoi qu'il a pensé, puis des erreurs qui mènent à des buts adverses ou à des chances de marquer adverses. Offensivement parlant, il est toujours aussi bon, mais tu sais, moins, mais il s'habitue à la ligue, donc ça demeure une ligue difficile quand même, quand tu es aussi jeune, mais son talent fait en sorte, puis son gabarit et patin, son talent fait en sorte qu'il va ressortir beaucoup mieux qu'un gars comme McKenna, que c'est un peu plus difficile en ce moment. On va en parler dans pas long. Mais c'est ça. J'adore ce joueur-là, mais il y a la note de l'année passée avec les petits dumb plays qui me gossaient un peu. Puis j'aimerais ça qu'il soit un peu plus physique aussi. Il l'est quand même, là, mais j'aimerais ça qu'il soit juste un petit peu plus. Puis numéro 2, moi, c'est Chase Reed. J'ai Chase Reed avant Veroff pour ce repêchage-là parce que, encore une fois, lui, c'est l'amélioration par rapport à l'année passée à chaque match. Puis je trouve qu'il y a une meilleure offensive que Veroff. Moins bon au tir que Veroff. Veroff, son tir est assez fort là, pour son âge, mais je trouve que Reed l'utilise peut-être un peu mieux, peut-être un peu plus cérébral que lui. Défensivement parlant, t'en as parlé un peu. Excellent pour s'évader, pour rouler sur les plaqués ou juste l'absorber, puis il va jouer énormément. Tu sais, Veroff, probablement qu'il jouerait s'il jouait dans la WHL encore, puis que Richney est encore là dans son équipe, il jouerait 30 minutes, 25 minutes et plus par match. Puis ça ferait en sorte qu'on pourrait vraiment l'analyser beaucoup dans un contexte avantageux. Dans NCAA, c'est plus difficile. On peut quand même l'évaluer avantageusement, mais il faut quand même restarter un peu notre évaluation parce que c'est complètement une autre ligue. Donc, tu sais, c'est peut-être ça qui fait en sorte que Reed est avant, mais Reed, pour moi, tu sais, c'est comme... Il coche absolument toutes les cases. Il joue énormément contre les meilleurs, puis contre les moins bons, mais contre les meilleurs aussi, dans une équipe qui est pas mauvaise, mais pas si bonne que ça. Ça fait du bien qu'avec le petit 44 qui soit rentré Ouais, avec Brady c'est Martin, ça. là, ça fait du bien. Parce que chez Reed, il n'y avait pas beaucoup d'appui quand même. Là. Il y en avait, là. Mais tu sais, c'est pas Cross Carey, je pense, là, qui va l'appuyer au fond. Là. Bref. Anyway, il est blessé, Cross Carey. Fait Ouais, que... je sais, il n'avait pas joué. Mais c'est ça, c'est tout qu'un défenseur. Son gabarit, il est loin d'être mauvais. C'est 6 pieds 2, 185 livres. Donc, il y a de la place pour prendre du bois, de la place pour prendre la force. Puis, malgré tout, il demeure très fort, capable d'absorber beaucoup de plaqués. Pas juste avec ses feintes, mais avec sa force aussi. Il va s'impliquer physiquement le long des bandes, capable de manipuler le porteur de la rondelle pour l'effacer, pour le neutraliser. Capable, oui, de plaquer, mais aussi de séparer la rondelle du porteur. Bon bâton également. Pas le meilleur bâton, là, mais c'est un bon bâton défensivement qui va complètement couper les lignes de passe, lever bâton et tout. J'aimerais ça qu'il soit plus mine devant le filet. Mais c'est arrivé une couple de reprises que le gars s'est essayé puis qu'il est allé un peu dans la discipline pour vraiment se venger ou bien pour se. Parce qu'il avait, vu qu'il n'y a pas d'appui, m'amener quand tu te fais plaquer 2-3 fois, puis c'est un peu chien sale, faut que tu prennes les choses en main, Ouais, puis Reed est c'est capable. ça.
il y a eu un match, là, c'était comme, OK, j'en parlais avec Saint-Lô, qui l'adore énormément, qui en a parlé aussi l'année passée dans ses textes. On aime ça, ce genre de situation-là. Donc, ouais, Chase Reed, deuxième, puis dans le même tier que Veroff, à mes yeux, et que Betches, à mes yeux, est un petit peu en dessous que des deux, de par leur position. C'est vraiment de par leur position, selon moi, là, parce que Belchess est excellent aussi. Puis après ça, il y a une bonne drop. À mes yeux, il y a une bonne drop après Belchess dans mon classement au niveau de... Surtout que j'ai Shilov, tu l'as pas dans le top 32. Ouais. Mais peu Moi, il n'y a importe, pas de là, grosse drop, mais oui, toi de ton moi, bord, j'imagine. je trouve qu'il y a une bonne drop en termes de qualité d'espoir. Puis, tu sais, j'aime bien Stenberg, là, c'est vraiment pas un problème. Mais, tu sais, Stenberg, Smith, Klapov, puis Shilov, ils sont pas dans la même catégorie, ça, à mes yeux, que Belchess, qui lui est sous Veroff et Reed. Puis McKenna est pas si haut que ça depuis le début de la saison. Mais on peut pas. Si j'oublie pas le passé pour Veroff, pour Shilov, pour Klepov, je peux pas oublier le passé pour McKenna. Puis je vais t'ouvrir la porte pour Ben, McKenna en premier. Ben, tu sais, McKenna, le problème de McKenna, c'est que je pense que l'adaptation, c'est la bouchée est un peu grande à prendre en ce moment. Ouais. Pas parce que, tu sais, moi, je trouve que dans la WHL, il y avait un peu de jeu physique, mais il s'échappait bien. Je pense qu'il était capable de ressortir, évidemment, offensivement. Tu sais, ça, c'est sûr et certain, avec les statistiques qu'il y avait et tout ça. Mais là, dans la NCAA, il est ciblé. Il se fait plaquer solidement. Il se fait. Tu sais, tu vois qu'il a un peu peur. Tu sais, je le vois dans certains matchs qu'il a peur un peu du contact. Ouais. Il a peur de se faire ramasser. Il joue pas librement, je trouve. Il joue dans sa tête un peu. Puis je pense que c'est là le problème. C'est que quand que McKenna jouait dans la WHL, ou tu sais, il y en avait du contact dans la WHL, mais il avait assez de talent pour se sauver un petit peu, s'en échapper. Il jouait dans. Il était sur la glace, il jouait libéré, il laissait parler son talent, il laissait parler ses qualités de playmaker, il laissait parler son tir, sa façon de manipuler les défenseurs, sa façon d'utiliser ses coéquipiers en attaque. Ça, c'est parfait. Là, en ce moment, je le vois là, sur les bandes, des fois, c'est le bout de la palette. Il rentre, il veut se débarrasser un peu rapidement ou il essaye de s'échapper de certains contacts. Défensivement, c'est un problème parce que justement, ça y en demande un peu plus. On lui demande d'en donner plus parce que, évidemment, c'est une ligue qui est meilleure. C'est une ligue, il y a des hommes, c'est une ligue, il y a des gars qui sont là depuis 3-4 ans, c'est des vétérans aguerris, entre guillemets. Il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des contrats de la Ligue nationale à la fin de l'année ou qui ont été repêchés, qui sont là pour parfaire leur expérience puis leurs habiletés. Là, lui, il rentre là, c'est un petit cul de 17 ans qui a ma shape avec 10 livres de moins. Fait que c'est ça. C'est une step qui est assez grande. Puis quand je regarde ces matchs, je me dis c'est la bonne décision pour montrer, pour passer à l'autre niveau, se mettre un peu le défi, se mettre un peu dans une position difficile pour montrer que tu es un vrai, c'est toi le top gun de ce repêchage-là. Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi tough que ça. Puis là, je pense qu'il s'en rend compte. Puis là, le problème avec ça, c'est que là, Penn State, ils ont commencé la saison, puis c'était des baveux, puis c'était des gars qui voulaient donner un petit show, puis insulter les autres, tout ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que là, les gens, ils regardent les matchs, puis là, ils voient les petits baveux faire des fourth downs, des affaires de même. Puis là, c'est, ouais, mais attends, quand tu vas venir jouer dans notre cours avec les partisans, tu vas voir, ça va être moins le fun. Fait que là, il se fait cibler en plus. Puis là, ça lui donne un petit avant-goût de qu'est-ce que c'est dans la Ligue nationale. Parce que dans la Ligue nationale, quand ça va être le temps de vouloir faire des step-ups, des affaires de même, il va se faire targeter aussi.
Puis il y en a qui sont capables de prendre cette step-là. Tu sais, Macklin Celebrini, on en a parlé dans le podcast avec Étienne. Il est arrivé, il était hargneux, il était intense, il était prêt à faire cette step-là. Connor Bedard, il était dans la WHL, il est arrivé dans la Ligue nationale. Ça n'a pas été facile quand même. Tu sais, il y avait une certaine... Il était capable de faire cette step-là, mais là, on le voit en ce moment. Tu sais, il était plus bâti un peu physiquement, Mature, même ouais. si... Tu sais, je finis là-dessus. Là. Regardez l'annonce avec Connor McDavid, l'annonce de Banque Nationale qui passe à la télé, ou je ne sais pas trop. Là. Regardez la carrure et les avant-bras de Connor Bedard. T'sais, un gars de 5 et 10, 185, ses avant-bras là, sont quasiment 2 fois plus gros que McGeelis. Il est carré. Il est prêt pour accepter ce jeu physique-là. Puis c'est un peu ce qui faisait en sorte qu'on avait confiance en lui. C'est que non seulement il y avait le talent, il y avait le shot, mais il y avait la hargne, il y avait la physicalité. On en a déjà parlé. Physicalité dans le sens pas ramasser les gens, mais accepter ces contacts-là. Puis là, on se rend compte en ce moment que McKenna, c'est difficile pour lui de faire ça. Est-ce qu'il peut prendre 10-15 livres? Oui. Est-ce qu'il peut... Il va être entouré dans la Ligue nationale, il va être placé dans des meilleures situations. Pas que les situations ne sont pas bonnes à Penn State, là, mais il va se faire entourer, il va se faire mettre avec des joueurs d'expérience, avec des gars qui vont le défendre, entre guillemets. Puis il va progresser. Puis là, il va pouvoir laisser parler son talent, un peu comme Jack Hughes le fait en ce moment, un peu comme Jack Hughes le fait depuis l'année passée ou il y a 2 ans. Je pense que c'est ça qui va arriver. Mais pour moi, McKenna, là, ce qui va être important, c'est à la sortie du championnat mondial de hockey junior, il faut qu'il prenne une autre coche. Absolument. Il n'y a pas le choix. C'est pas parce qu'il va dropper 4e ou 5e. Juste, tu sais, là, il y a des gens qui ont ils ont enlevé carrément l'étiquette de générationnel là, à McKenna. Là. Il y a des gens qui ont dit c'est pas un talent générationnel. Moi, je pense que c'en est un, mais là, il faut qu'il active un peu. Il faut qu'il active un peu plus. Là. Ton micro. Oui. Il parle 3 fois dans le podcast, puis il oublie d'ouvrir son micro. Ah, ça, c'était incroyable. Enfin, il a parlé tout le long, mais son micro n'était pas ouvert. Vous avez pas entendu? J'ai offert mes meilleures analyses tout au long du podcast. Vous avez pas entendu ça? Non, mais t'as parlé de quelque chose d'intéressant, Simon, puis j'en ai profité pour aller vérifier. Là. Macklin Celebrini, quand il était à Boston University, ses mensurations, là, c'était 6 pieds 190 livres. C'est quand même 25 livres de plus que ce que McKenna a présentement. Puis tu sais, est-ce que ça enlève, mettons, de son potentiel? T'sais, moi, je vous écoute parler avec McKenna. Pascal en a parlé sur le podcast aussi. On voit clairement que la NCAA, c'est une coche. On a souvent parlé, la NCAA versus la CHL, ça serait quoi la différence? Telle équipe jouerait contre la meilleure équipe. La CHL, ça serait quoi? Puis, on le voit, là. Gavin McKenna dominerait dans la CHL présentement. Mais Gavin McKenna, à 165 livres dans la NCAA, il domine pas autant qu'on pensait. Puis ça, c'est un reality check en maudit pour calibrer ce que c'est la NCAA présentement. Là. Parce que quand tu n'as pas le respect, on avait le respect de la NCAA, nous autres, là, on l'a toujours dit. Là. Et là, il y en a, je pense, qui commencent à se rendre compte que c'est pas juste du niaisage. Là. Puis moi, je dis chapeau, en plus de ça, au programme américain, quand ils s'en vont affronter ces gars-là. Là, ils ont 17 ans. Là. Tu sais, c'est tough, là. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont pourris, là, cette année, le programme, mais quand même. Tu sais, c'est toute une bouchée, c'est tout un apprentissage, pour vrai. Là. Ben oui, c'est ça. La pression est plus rapide, c'est plus fort, c'est plus intimidant. Même la foule, là, sont là. C'est pas en USHL, c'est vide, là. En NCAA, c'est pas vide, surtout que dans le Big Ten ou des grosses divisions comme ça, là. Fait que c'est intéressant. Puis, moi, c'est comme le débat pour le premier overall. Il n'y en a pas encore. Mais c'est pas impossible que les 3, moi, mon 2, mon 3 puis mon 4. Au début de la saison, je me disais, le seul qui a vraiment le profil pour peut-être batailler pour le numéro 1, c'est Belchess. Mais j'ai changé c'est vraiment Reed, Veroff puis Belchess, selon moi. Ils pourraient, selon la saison qu'ils ont, là. Mais McKenna il n'y a pas encore de débat pour le moment. Parce que je pense qu'on ne voit pas le vrai McKenna en ce moment dans la NCAA. Mais c'est pas impossible. T'sais, McKenna ne fait rien pour fermer la porte en ce moment. Là. C'est pas que c'est pas de sa faute, mais
faut y laisser le temps. Puis là, il y a des affrontements pas mal plus difficiles que ce qu'il y a eu qui s'en viennent, là. Donc, ça sera pas facile pour lui, mais comme vous avez dit, avec Celebrity et tout, la NCAA, pour un gars de 17-18 ans, va être pas mal plus facile si t'es en haut de 180 livres ou 6 pieds ou 190 livres. T'sais, la maturité physique, ça fait toute la différence dans cette ligue-là. Mettons, mon petit Cole Rishney, là, cette année, il a 10 points en 10 games, mais ça n'a pas été ça les premières games. Il est 5-11, 183 livres. Là. Puis lui, il est 20 livres de moins là, de l'autre. Là. Fait que, c'est quelque chose. Là. Puis il y a un an de moins aussi. T'sais. McKenna aurait pris 10-15 livres cet été avant la saison actuelle, puis peut-être qu'on n'aurait même pas cette discussion-là. Oui, exact. Non, peut-être, c'est ça, je pense que ça a une grosse différence dans son jeu en ce moment. Puis ça va faire penser un peu les gars de 6 pieds, 156 livres, d'aller jouer en NCAA à la place de la CHL, de passer peut-être une année de plus en CHL pour prendre du coffre. Là. Exact. Messieurs, très plaisant comme podcast. Vraiment une belle discussion. Belle et longue discussion. Pour ceux qui ont écouté sur Patreon, c'est un 4h20 intense d'analyse. Puis il y en a qui ont écouté du début à la fin, je tiens à le dire. Encore des bons guerriers. On a encore des bons guerriers avec le TSLH. Oui, chapeau à nos auditeurs qui passent la soirée avec nous pour écouter les analyses des boys. Pour ceux qui écoutent sur les différentes plateformes, l'épisode il va être disponible là, en plusieurs épisodes. Fait que vous pourrez aller consulter les analyses des boys dans les différents épisodes. Fait que la saison est officiellement lancée pour le repêchage 2026 avec les premières listes qui sont mises sur la table. Fait que c'était bien plaisant, messieurs, de vous écouter tout au long de cet épisode-là. Encore une fois, un gros merci. Simon, si on veut consulter ton contenu, la chaîne YouTube Simon Servant, vous pouvez consulter ça sur YouTube. Il y a des vidéos d'observation en temps réel, il y a des analyses. Le calepin de notes à Simon aussi, là, c'est une vidéo qu'on a partagée aussi sur notre Patreon, puis le monde a bien apprécié ça, honnêtement. Là, des petites notes rapides, ses espoirs. Je pense que c'est quelque chose qui a bien plu aux gens. Fait que on va encourager Simon, on met un petit like sur la chaîne, on va consulter son contenu. C'est toujours de bonne qualité. Pascal, ben nous autres, on continue sur le TSLH Podcast. Dans les prochaines semaines, la prochaine semaine du moins, petite pause pour le TSLH Podcast. Tu sais, il faut laisser le temps aux membres Patreon de finir l'épisode. Ouais. Puis, faut généraliser, je pense. Ouais, moi, il y a beaucoup de montage qui m'attend aussi là, pour la diffusion de cet épisode-là. Fait que petite pause du TSLH Podcast, au moins pour la semaine prochaine. Puis on va faire un podcast style le Scrum, donc une petite mêlée de presse. Le monde va nous poser des questions sur vos listes, les gars, puis de manière participative, on va y répondre. Je vais animer le tout. Plus que ce que j'ai fait ce soir, évidemment. Tu l'as fait, mais ton micro était sur mute. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'était pas arrivé ben cette année, Pascal, par exemple. Fait que j'étais dû, c'est pour ça. Fallait que je revienne à mes bonnes vieilles habitudes. Noter les moments. Oui, dans ton immense calepin de notes. Alright, hey, merci beaucoup les gars, puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Merci boys. Salut.